Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de Un peu de crime dans ton café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau. Attention, faites pas le saut. On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! Yay! Et oui, le Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Hochelaga Maisonneuve. Alors, Catherine et moi, nous allons enregistrer un épisode live sur place. Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festipod. Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos 2 doses pour y assister. Et sinon, nous, on a super hâte de vous rencontrer, alors venez en grand nombre, ça va être super le fun. Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi, donc à partir de 13h, vous pouvez rester là toute la journée, vous pouvez venir juste pour nous aussi, parce qu'on sait que on est vos préférés, puis c'est correct, ça reste entre nous autres. Pas besoin de dire à personne. C'est correct, c'est comme nous avec Éric Bruno. Effectivement. Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et comme à mon habitude, je suis avec mon partner de crime, Catherine. Comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. Il fait 2 millions de degrés dehors, mais c'est pas grave parce que je traverserai l'enfer pour enregistrer un épisode de crime avec toi. Et aujourd'hui, cet épisode est enregistré devant public parce que oui, elle est avec nous, c'est Mégane! Comment ça va, Mégane? Ça va bien! Yeah! Mégane est de retour parmi nous. T'avais trop hâte d'entendre l'histoire du FLQ, c'est ça? Ben oui, non, je voulais la suite, là, puis je voulais pas attendre pour l'écouter, fait que je me suis invitée dans votre enregistrement. C'est bien correct. Tire-toi une bûche. Mégane, elle avait hâte de connaître la suite de l'histoire du FLQ. Elle avait hâte de savoir si on l'a eu, notre pays, notre province, notre fromage. Un référendum pour une grosse molle. Yes! Yes! Alors, avant de nous lancer dans la suite des aventures du FLQ, on va vous recommander un café. Et le café que j'aimerais vous recommander cette semaine, c'est un café qu'on a obtenu par le Roasters Pack. Et là, je me suis rendu compte que dans les derniers épisodes, on mentionne le Roasters Pack sans réexpliquer ce que c'est. Et récemment, j'ai eu quelques questions sur qu'est-ce que c'est le Roasters Pack. Alors... Ben voyons donc, explique-nous ça. Alors, nous allons réintroduire le Roasters Pack, qui est un de nos partenaires chéris. Alors, le Roasters Pack, c'est ce qu'on appelle un subscription box, alors un abonnement. Vous recevez 3 cafés par mois par la poste, c'est livré directement chez vous. Vous pouvez choisir le type de café qui vous plaît, donc le dark roast, medium roast. Vous pouvez aussi choisir votre mouture, donc si vous préférez du café à espresso, à presse française. Et ensuite, c'est livré chez vous. Chaque café provient de différents endroits au Canada. C'est toutes des petites brûleries indépendantes. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que dans la boîte, en plus de vos 3 enveloppes de café, puis je vous dirais qu'en moyenne, moi personnellement, les enveloppes, je vais faire entre 4 et 6 cafés avec, dépendamment de la grosseur du café en tant que tel que je fais. Moi, je me sers souvent de mon percolateur. En plus, vous recevez des cartes de saveurs qui vous expliquent non seulement le processus pour brûler le café, pour le toaster. Brûler le café. Tu mets Brûler dans un le petit café. bol, tu mets le feu dedans. J'ai tellement du beau vocabulaire. Nous, on connaît ça, le café. Hey, nous autres, on connaît ça, là, check ça. Qu'est-ce qu'on fait ici, voyons? Alors,
Alors, la carte des saveurs, elle vous explique d'où provient votre café, quelle brûlerie vous l'envoie, et on vous donne aussi les notes que le café devrait avoir, et on vous donne parfois des recettes aussi, donc pour la meilleure façon de préparer le café que vous venez de recevoir. Et souvent, on vous conseille le pour-over, alors j'espère que, contrairement à moi et Catherine, vous êtes des gens qui avaient beaucoup de temps dans la vie. Ouais, c'est ça, parce que, effectivement, qui a le temps de faire ça, là? Alors, si... Mais c'est correct, les gens qui se font des pour-over, on vous aime quand même et on envie tout ce temps libre que vous avez. Je sais. À ce stade-ci, je me dis que les gens, ils savent qu'on les insulte pas pour vrai, mais c'est bon de le rappeler quand même. Nous sommes taquines. Nous sommes taquines. Si vous avez le temps de faire de pour-over, sans doute que vous êtes riche et que vous n'avez pas d'emploi. C'est correct. On vous envie. On t'envie, Vincent Lacroix. Ça prend 8 heures pour faire un pour-over. Si je peux pas venir au meeting, là, c'est parce qu'il faut que j'attende mon pour-over. Il pour-over. Il est en train de C'est pour-over. long. Il a fait des bulles. Yes, sir. Ça fait des bulles. Faut que je recommence, ma mouture était pas bonne. Oh non! Oh! Lève à 2h du matin pour commencer ton pour-over. Comme mon chum qui voulait s'acheter une machine à cold brew, là. Merci, Mégane, de m'avoir sauvé de ça. Mais là, quand je dis que j'ai rien contre les gens qui font des pour-over, l'autre jour, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait un pour-over, mais en mettant du lait chaud direct dans son café. Ça, je suis contre. Faites pas ça. Ben voyons ça donc. peut pas être bon. Ça ne peut aucunement être bon. Voyons donc. Mettez pas non plus de lait dans votre cafetière parce que ça va goûter la chenille. Ou si vous en êtes fait des pour-over avec du lait chaud, écrivez-nous un peu de crime@gmail.com, racontez-nous votre aventure. Peut-être qu'on pourrait faire comme du... Parce que, fun fact, en Inde, le chai, ils font infuser leur thé directement dans du lait, mais dans une casserole. Mais peut-être qu'on pourrait faire ça avec du café puis plein d'épices, puis là, inventer le café aux épices chai. Ah! Il me semble qu'on doit... Alors, on dérape, là. C'est plus... C'est devenu juste un show de comme, Ouais. comment on prépare notre café ou notre thé c'est chai. Là, on a complètement Ouais. parasité la belle discussion à Audrey avec toutes nos anecdotes. Alors, ce fut une belle grosse parenthèse qui me mène au café que je vous recommande cette semaine. Alors, le café... Ah, ben, c'est vrai. C'est vrai, on n'avait pas dit non. On t'est rendu là, oui, Alors, trêve de plaisanterie. Le café que je Est-ce vous que ça va recommande... bien? Le café Oui. que je vous recommande cette semaine nous provient de la brûlerie Kettle, qui est elle-même de Montréal, au Québec, parce que je me suis dit Montréal. que ça prenait une brûlerie québécoise pour notre épisode de partie 2 du FLQ. Tout est dans tout. Alors, le folk. FLQ Part 2, the FLQ Wing. The FLQ Wing. Alors, FLQ to the streets. comme step up. Tout F, tout LQ. Alors, le café qui nous provient de la brûlerie Kettle, c'est le café qui s'appelle le Mitondo et qui provient du Kenya. Et c'est un café qui a des notes de mûre, de confiture aux pêches et de biscuits shortbread. Miam. C'était vraiment un... Oh my god. C'est un excellent café que j'ai d'ailleurs bu ce matin, juste avant de commencer cet enregistrement, et je peux vous confirmer qu'au percolateur, il est particulièrement excellent. Même si on a 2 notes de fruits, je vous dirais que la confiture aux pêches, par contre, elle vient vraiment rajouter quelque chose de très sucré, et le shortbread vient rajouter une sorte de goût très beurré aussi au café, alors ce n'est pas trop acide, c'est vraiment un café très rond en bouche, et que j'ai... Ça doit bien être l'air bon. C'était un excellent café, je peux le confirmer, j'aime beaucoup les cafés. J'en veux. C'est la 2e fois qu'on vous recommande un café Kettle en plus, et on vous les recommande, c'est vraiment une excellente brûlerie montréalaise. Alors voilà, c'était ma recommandation, et j'essaie de ne pas rire parce que le chat de Mégane essaie de jouer avec son... Oui, c'est essaie joyeux. d'attraper son micro, et c'est adorable. C'est un balado qui est très pet-friendly. Oui, il y a toujours un petit chat qui rôde en quelque part. Ah, Manon? Oh! Oh! C'est Ah, devant non, public, on est 2, là, ici, Ah, à vous wow. écouter. Alors, Catherine, devant tout ce beau public, Oh god. est-ce que tu es Oui. prête à te lancer dans la suite des aventures du FLQ? Absolument. I was born ready. Alors, Fait que là, tu vas mettre du crime dans nos cafés? on va mettre un petit peu plus grosse bombe dans notre café cette semaine. Yes, sir! Alors, juste pour faire un petit recap, là, si vous avez pas écouté la première partie sur le FLQ, allez écouter la première partie sur le FLQ, puis vous viendrez écouter la deuxième après, parce qu'il y a quand même une continuité, là, on s'entend? C'est correct, nous autres, donc- on bouge pas. On vous attend. Non, on mettre va pause. vous attendre. On arrête de bouger.
Et le premier épisode parlait des débuts du FLQ, qui a été fondé en 1963, si ma mémoire est exacte, et donc du début du FLQ jusqu'aux événements liés au camp d'entraînement militaire de la Macasa et au kidnapping d'un policier qui s'appelait O'Neill Bourdon. Oh non, pas c'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Monsieur Bourdon! Mais c'est correct, Monsieur Bourdon, il était correct à la fin, finalement, il s'était fait libérer. Spoiler. Oh. Fait que là... Il a juste fait un peu de glamping avec le FLQ. Ben, ouais, un petit peu de glamping forcé, là, ce qui était, il était quand même menotté, là. En tout cas, fait que, me semble, tu sais, il était mis en otage. C'est le BDSM glamping de la Macasa. À ne pas mélanger avec la Mazou. Non, effectivement, ce n'est pas la Mazou, ce n'est pas le parc safari non plus. Fait que cette semaine, on va finir le survol du FLQ, pré-crise d'octobre. Et là, finalement, quand j'ai commencé à faire mon affaire sur le FLQ, là, je pensais faire 2 épisodes sur l'histoire du FLQ, un sur la crise d'octobre, mais finalement, il y avait trop d'affaires à dire sur la crise d'octobre, fait que ça va être une série en 4 parties, finalement. Et là, vous avez pas fini d'entendre parler du maudit FLQ, là. Non. Mais, je l'espère, ça devient de plus en plus intéressant. Moi, c'est ça ma perception. Fait qu'aujourd'hui, on va finir le survol du FLQ pré-crise d'octobre. Et la prochaine fois, on va parler du début de la crise d'octobre. Yes, sir. Et là, à mes sources de la dernière fois, donc le livre de ce sympathique Darcy Jenish et des articles de l'Encyclopédie canadienne, blablabla, j'ai aussi ajouté un livre de Louis Fournier qui s'appelle FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin, qui m'a permis de vérifier les informations présentes dans le livre de Darcy Jenish parce que j'ai réalisé qu'il y avait certains problèmes factuels, surtout au niveau des dates. Ah, maudits anglophones! Fait que, tu sais, vous m'écrirez, là, mais tu sais, c'est la parole d'un contre la parole de l'autre, fait que vous m'écritez pour m'avertir s'il y a des erreurs, là, un peu de crime à gmail.com. D'un anglo? C'est ça, c'est la parole d'un franco, Louis Fournier. D'un bord. Clairement. Ben oui, parce que, je veux dire, Darcy Jenish, il aimait Maurice Duplessis, là, fait que tu connais pas plus biaisé que ça. Eh, au fanboy de Maurice Duplessis. OK. Fait que là, on va faire comme dans comme dans une émission de télé. Yes. Précédemment, dans l'histoire du FLQ. Ah là là. Ah là là. Le FLQ est fondé par Gabriel Hudon, Raymond Villeneuve et Georges Schurters en 1963. Le FLQ veut l'indépendance du Québec et s'inspire des mouvements de décolonisation et de révolution de l'Afrique et de l'Amérique latine dans les années 60. Et qu'est-ce qu'ils aiment, le FLQ? Ils aiment le français, la culture française, le fait de travailler en français, puis les bombes. Puis le fromage. Puis le fromage, le petit Québec. Et qu'est-ce qu'ils haïssent, le FLQ? Le fédéralisme, le patronat anglais. Exactement! Le patronat anglais, les Anglais, le capitalisme. Et c'est pourquoi ce deuxième épisode s'appelle FLQ 2, Mort au patronat. Oh. Parce que le patronat, c'était le gros ennemi du FLQ. Et à date, ils ont fait 3 victimes. Wilfred O'Neill, qui était un gardien de sécurité dans une caserne militaire, Walter Leja, qui était un militaire qui désamorçait des bombes, et Leslie McWilliams, qui était le vice-président du International Firearms, qui était une compagnie qui a été braquée par le FLQ. Puis là, on est là. OK. Alors, on est au début 1966. Le FLQ commence à se radicaliser davantage et dans son journal qui est intitulé « La cognée », le FLQ fait un appel aux armes en incitant les gens à faire fondre leurs stylos pour faire des bombes en plastique. That's very creative. Un petit DIY de fin de semaine. Oui, on est après le faire fondre des cuillères pour faire des balles, faire fondre des crayons pour faire des bombes. Mais je sais que ça se fait, des bombes en plastique, mais je sais pas comment, parce que je ne suis pas une terroriste. Mais c'est ça, en tout cas, dans la cognée, il expliquait aux gens, il donnait des instructions sur comment construire des bombes, puis il les incitait à, tu sais, le public, là, à faire fondre leur stylo pour construire des bombes. Comment Ricardo, lui, il nous donne juste des recettes. Ouais. Est-ce que cette bombe peut se mettre au congélateur? Est-ce que je peux la faire à la mijoteuse? Est-ce que je peux le laisser sur réchaud à la mijoteuse? Alors, c'est le début de la 4e vague du FLQ et dorénavant, le FLQ se porte à la défense des pauvres travailleurs et commence à cibler les entreprises qui ont des litiges avec leurs employés ou qui les maltraitent. Donc, ce ne sont plus uniquement les entreprises anglophones qui sont la cible du FLQ, les francophones aussi. Dès qu'il y a des problèmes entre le patronat et les travailleurs, le FLQ s'en mêle. Plus personne n'est à l'abri du courroux du FLQ. Ouais. Et là, tout le monde a joué ses calorifères. On va vous forcer à bien traiter vos employés. Effectivement. Puis là, Audrey, j'ai inclus une joke que tu vas aimer parce que, comme dirait le Vine, you better watch out, you better watch out, you better watch out. C'est ça. Fait que faites attention tout le monde, le FLQ s'en vient pour vous faire exploser une bombe dans le bureau de votre patron. Ah, Manon aime pas ça, ce bout-là? Non, elle est down. C'est trop violent. Elle est down. Ouais, c'est ça. Manon est comme anarchie!
Full syndicalisme, Manon. Ah oui. Le 5 mai 1966, le FLQ s'attaque à une entreprise qui porte le nom vraiment infortuné de La Grenade. OK. Oh non! Oh non! Well, je veux pas faire du victim blaming, but they asked for it. C'est juste ironique à cause de ce qui est arrivé, parce que, en tout cas, fait que La Grenade est une entreprise de souliers et le patronat de La Grenade refuse de négocier avec ses travailleurs pour leur donner une augmentation de salaire. Alors, la CSN colle une grève des employés et La Grenade emploie des scabs, des briseurs de grève. Oh non, ça c'est pas pour correct. continuer à faire runner l'usine, ce qui frustre le FLQ. Non, ça c'est pas correct, avec on raison. respecte les grèves. Alors, le FLQ envoie une bombe au bureau du directeur et c'est une secrétaire du nom de Thérèse Morin qui ouvre le colis piégé et qui décède. Oh non, Oh non. Thérèse. Le pire, c'est qu'il y a un appel qui a été passé à la compagnie pour les avertir d'une menace à la bombe, mais la menace n'a pas été prise au sérieux. Oh. Je sais, pauvre petite madame. Dès l'explosion, Léo Plouffe, on se rappelle de Léo Pouf, Oui! c'est le directeur de l'escouade anti-bombe. Yeah. C'est le héros de cette histoire. C'est le héros de cette histoire encore. Dès l'explosion, Léo Plouffe et son escouade de démonteurs de bombes vont se présenter sur les lieux, en plus de 2 détectives du nom de Marcel Allard et Julien Giguère. Et Marcel Allard et Julien Giguère vont être présents dans l'histoire jusqu'à la toute fin. Alors, les détectives questionnent les grévistes de La Grenade, mais ils n'arrivent pas à cerner qui pourrait être responsable de l'attaque, sauf que tout le monde s'en doute, c'est très probablement le FLQ. À ce stade-là, ça fait 3 ans qu'il y a des bombes qui explosent, puis que le FLQ envoie des manifestes puis des communiqués pour comme réclamer les différentes attaques à la bombe. Fait qu'on s'en doute un petit peu que c'est ça. On reconnaît le MO, là. Oh, ouais. Leur modus operandi est assez facile à identifier. Ça prend pas la tête à Papineau à un moment donné, là. Surtout quand il dit « C'est moi qui l'ai fait! » C'est moi qui l'ai fait. Chut! Je cherche des indices. Attends, il y a des traces à terre, là. Je vais regarder les traces de pas à terre, là. Et là, le 3 juin, il y a un incident pendant un rallye libéral à l'Arena Paul Sauvé à Montréal. Pendant le discours de René Lévesque, il y a un gros boom qui se fait entendre dans les toilettes. Puis là... Qui avait mangé du Taco Bell? Oh non! Il y a un troll dans les donjons! Oh non! Mais exactement comme dans Harry Potter, là, tous les journalistes se ruent en criant, pis « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Et puis pendant ce temps-là, René Lévesque, qui a un sang-froid hors du commun, continue son discours comme si de rien n'était. La bombe... J'ai écrit mon discours, vous allez l'écouter. Et c'est ça! Hey, écoute, je me suis relue, là, puis j'ai travaillé là-dessus, vous allez m'écouter jusqu'au bout. La bombe, elle a explosé à moins de 300 pieds de lui. Oh shit! Il est quand même assez sensationnel, René Lévesque. Là. Fait que là, il a juste continué son speech. Il dit comme « No biggie, il y a une bombe qui explose aux toilettes, c'est correct. » Mais pourquoi il y a eu un attentat où est-ce que René Lévesque était? Il me semble que René Lévesque était quand même avec le FLQ. Peut-être pas. Ouais. Ben, il l'aimait, non? À ce stade-ci, René Lévesque, il est pas officiellement avec le FLQ, il est encore avec les libéraux de Jean Lesage, puis le FLQ... Ils sont fâchés contre le gouvernement de Jean Lesage parce qu'ils ont l'impression que leurs mesures pour, justement, réclamer l'autonomie puis l'indépendance politique et économique des Québécois, là, qu'elle va pas assez loin. Fait qu'ils y en ont après le gouvernement à Jean Lesage, là. Fait que peu importe si René Lévesque est là, ils vont faire sauter les bombes. D'accord. Voilà. Ben, il y avait pas de scrupule à tuer Thérèse, la secrétaire, fait que... Oh. Non, effectivement. Ben, tu sais, l'affaire aussi, il faut le rappeler, là, je veux dire, les gens, ils vont avoir écouté le premier épisode, mais le FLQ, c'est plein de petites cellules indépendantes, là. Fait qu'il y en a qui sont plus radicales que d'autres, puis il y en a peut-être qui étaient comme « Oh, ouais, ben, le gouvernement, il est pas si pire que ça, puis on devrait s'en prendre plus au patronat », puis il y en a d'autres qui étaient comme « Oh, ben, tu sais, les libéraux, ils devraient tous crever. » Fait que... Fuck voilà. tout le monde. C'est ça que ça donne. Et là, le 14 juillet 1966, il y a quelque chose de très important qui dans l'histoire du FLQ qui va se dérouler. Le FLQ tente d'attaquer une usine, l'usine de la Dominion Textile, qui est dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Et là, à la place, ils font une autre victime. Leur victime est un membre du FLQ. Oh. Ce jour-là, c'est un jeune révolutionnaire de 16 ans du nom de Jean Corbeau qui allait poser la bombe, et malheureusement, la bombe lui explose entre les mains. Oh, il y avait un beau nom en plus. Jean Corbeau, je sais... La mort de Jean Corbeau, elle a vraiment frappé les imaginaires parce que, tu sais, c'était juste un petit kid de 16 ans qui était radicalisé. Il est devenu le martyr du FLQ, puis depuis ça, il y a plusieurs gens qui ont fait des films, puis des documentaires, puis des livres sur l'histoire de Jean Corbeau, qui était un garçon de bonne famille, tu sais, qui avait été happé par toutes ces idées indépendantes-là, mais qui était pas un criminel, là, je veux dire. Les gens du FLQ étaient pas, pour la plupart, des criminels de carrière, c'était comme... Mais des gens normaux. Comment il peut devenir un martyr pour le FLQ si c'est les actions du FLQ qui l'ont tué? Je sais pas trop. C'est une drôle de logique, là. D'habitude, quand t'es un martyr, c'est quand, comme, la chose contre quoi tu te bats. Oui.
comme Je t'enlèves la sais. vie ou... Si c'est un Je anglo sais, mais qui comme l'avait. tout le monde a comme décrié le fait que Jean Corbeau était mort, mais il y a personne qui mettait ça sur le dos du FLQ. T'sais, par exemple, Gaston Miron, il a écrit des poèmes sur lui dans L'Homme rapaillé, mais Gaston Miron, il était super indépendantiste, là. Mais c'est ça, à un moment donné, si tu veux servir ton mouvement, tu vas faire n'importe quoi. Et incluant à ignorer la logique. Ben, L'Église c'est ça. catholique te regarde en faisant « je sais pas de quoi tu parles Moi, c'est comme ça. ». Écoute, s'il y a quelqu'un qui veut nous expliquer pourquoi Jean Corbeau est devenu tellement symbolique pour le FLQ quand il est mort à cause du FLQ, ben vous nous écrirez un peu de crime@gmail.com, on veut le savoir. Et suite à la mort de Jean Corbeau et à la tentative avortée d'attaquer le Dominion Textile, il va y avoir d'autres attaques contre le Dominion Textile, parce que même si Jean Corbeau il est mort, ben ils ont toujours pas réussi à attaquer cette maudite compagnie-là qui avait des litiges avec ses employés. Maudite et qui vont compagnie. continuer. Maudite compagnie de Textile! Et puis, une des attaques, c'est qu'il y a quelqu'un qui lance un cocktail Molotov dans la maison du propriétaire à Magog. Wow! Oh boy! Il se rendait loin. Je sais pas comment ça a débouché, cette histoire-là, finalement, là. Je sais pas s'ils ont réussi à régler les litiges pis si ça a fait peur à du monde, mais en tout cas, le FLQ, il a pas réclamé directement cette attaque-là, mais comme, on peut voir qu'il y a des liens, là. On n'était pas à Magog, on savait pas de quoi que ça a l'air de Magog. Non, on n'est jamais allé à Magog! Cette nouvelle orientation du FLQ qui se porte à la défense des travailleurs, ben ça incite la CSN et son porte-parole, Pierre Vadeboncoeur, à se dissocier officiellement des agissements du FLQ après la mort de Jean Corbeau. Et la CSN va affirmer que, et je cite, « Sans aider à l'accomplissement de quoi que ce soit, faire sauter n'importe quoi et terroriser les gens porterait grand préjudice à la cause pour laquelle combat le syndicat. » Fait que là, à la base, le FLQ, ils voulaient vraiment se faire des amis, là, puis ils pensaient attirer la sympathie du peuple, là, mais là, ils se sont pas attirés la sympathie des syndicats jusqu'à date. Ben non, là, faudrait pas que ça devienne une technique de négociation, genre mettre des bombes, lancer un bon. Quoi? Non. On peut pas avoir des breaks de 15 minutes? C'est ça, fait que la médiation a pas donné grand-chose, fait que la prochaine étape, c'est logique, on va C'est mettre des bombes. Une bombe en dessous de ton char. C'est Ouais, ça. bon, ça. Sorry, cocktail Comme je Molotov par la comprends, fenêtre. C'est la grève à l'UQAM, là, elle deviendrait un petit peu trash. Effectivement. Écoute, ça rendrait les choses plus spicy, hein. C'est Écoute, routinier, la vie universitaire. ouais, C'est vrai. faut shake it up une fois de temps en temps, là. Pas juste en faisant un projet sur Buffy contre les vampires, là. Faut shake it up. Ben non, c'est ça. Il y a d'autres manières de secouer l'institution, OK? Vous savez? Comme faire pondre vos stylos, bon. On vous l'aura dit. là. On vous l'aura dit ici. On s'entend, c'est Fait du que là- sarcasme, là, ça fait pas ça, là. Ben non, bien sûr, c'est du sarcasme. Pendant ce temps-là, les sympathiques détectives du SPM, messieurs Allard et messieurs Giguère, cherchent toujours les responsables de la mort de Thérèse Morin, la secrétaire de la Grenade, et ils ont finalement un break. Le 27 août, ils arrêtent 3 individus dans le cadre d'un cambriolage dans un cinéma sur la rue Jean Talon. Les 3 individus sont Claude Simard, Réal Mathieu et Gérard Lacaire. Réal Mathieu qui, il me semble, je l'ai pas noté, mais il me semble que c'était le plus jeune, il accepte de parler et de livrer à la police une partie de sa cellule du FLQ, dont les gens responsables de l'attaque à la grenade. Et Mathieu apprend à la police que cette faction du FLQ est menée par 2 hommes, qui sont des personnages centraux de cet épisode-ci. Maudit patriarcat! Maudit patriarcat, Ça les manque 2 ça hommes manque sont... de personnages féminins, cette histoire-là. Ouais, je sais, mais c'est dans partie 3 que les personnages féminins Ah, ok, arrivent. cool. Yes. Puis encore là, il y en a juste 2 qui sont un peu... en tout cas. Fait que, premier responsable de cette cellule du FLQ, Charles Gagnon, un professeur de 27 ans, et le second, Pierre Vallière, un journaliste de 28 ans. Ah. Et là, c'est bien le fun, parce que la police connaît l'identité de Gagnon et Vallière, sauf que ils sont pas faciles à arrêter pour autant. La police les cherche pendant des semaines. Ils se sont mis du Crisco dessus, pis go. Floup entre les mains. Non, en fait, il aurait été vraiment dur à spotter dans le pays parce que ils ont déjà quitté le pays, Gagnon et Vallière. C'est morte. Ils veulent établir un contact avec des militants du mouvement Black Power aux États-Unis, fait qu'ils sont partis faire ça. Fait que là, ils sont partis faire ça, se faire des contacts aux States, dans les mouvements militants, puis là, le 25 septembre, Gagnon et Vallière se pointent au quartier général des Nations Unies à New York City pour faire du piquetage et distribuer un communiqué de presse proclamant qu'ils sont des exilés politiques, que leur but c'est de faire du Québec un État indépendant et socialiste, et aussi qu'ils vont commencer une grève de la faim pour décrier les conditions dans lesquelles leurs compatriotes du FLQ sont maintenus au Québec et en prison. Ils sont prêts à mourir de faim jusqu'à ce que la police du Québec accepte de les considérer non pas comme des criminels normaux, mais comme des prisonniers politiques. Ok. OK. C'est un Oui. beau projet, c'est un beau projet. Oui, on va. Fait que là, la police de Montréal, elle a un mandat d'arrestation contre eux pour la mort de Thérèse Morin, puis elle demande à la police de New York de les faire arrêter, ce qu'ils font le 28 septembre.
Fait que là, l'immigration américaine émet un mandat contre eux pour immigration illégale, en plus, parce qu'ils sont juste rentrés aux États-Unis comme ça, et leur propose d'abandonner, tu sais, ce mandat, cette poursuite-là contre eux, s'ils acceptent d'être extradés au Canada, mais... Gagnon et Vallière décident qu'ils veulent pas être extradés au Canada, ok? Eux autres, ils veulent être des prisonniers politiques, là, ok? C'est pas des petits ploucs, là. Vous allez pas m'avoir avec des menaces de même. Fait que là, ils vont passer 4 mois en prison. Je veux être un prisonnier politique! Bah! C'est ça, il avait pas entendu à quel point c'était le fun d'être en prison aux États-Unis, non? Non, il avait pas entendu ça. Mais en plus, ils sont à New York, là, je veux dire, ils sont peut-être à Sing Sing, là, ils sont peut-être dans une terrible prison. C'est quoi la prison sur l'île, là? Alcatraz. Alcatraz, non, l'autre. Alcatraz! C'est pas Que grave. paraîtrait que c'était pas si dur que ça de se sauver. Non, c'est ça. Parce que les gens maintenant... Mais c'est parce que maintenant, les gens le font, le trajet, comme à la nage de San Francisco à Alcatraz, puis comme c'est un événement annuel, puis la dernière personne à l'avoir remporté, c'était genre un jeune de 13 ans ou quelque chose. Oh, wow. Oh my non, god! pas Alcatraz, Riker Island. Ah oui! Oui! Ça, c'est pas le ouais, fun, ouais, aller ouais. là. Nope. Non, ben c'est peut-être là qu'ils étaient. En tout cas, ils ont juste été là 4 mois, c'est correct. Ils ont réussi à vaincre leur extradition, mais ensuite, ils ont été kidnappés par des agents de l'immigration. Ils ont été kidnappés. Par le Par ice. Mais voyons donc. Ils ont été kidnappés par des policiers de l'immigration qui les ont escortés à Montréal par avion, où est-ce qu'ils les ont donnés à GRC. Un cadeau! Ils sont vite. On les Ok, vous voulez pas être extradés, là? Ben on va vous envoyer au Canada pareil. Une gang de maudits. fatigants. French Maudit. Canadian. Maudite bande de frogs. Fait que là, leur... On n'en peut pas de la Leur- poutine aux États-Unis. Non, c'est ça, retournez chez vous. En plus, ils ont même pas des noms qui sont anglophones. Zéro pin bar. Il aurait fallu qu'ils changent pour Peter. Peter puis Jack. Yes. Fait que pendant ce temps-là, les escapades de Gagnon et Vallière à NYC causent des remous dans le mouvement, forçant le FLQ à se distancier de l'action de ces deux hommes-là et de leur faction à travers une publication dans leur journal, La Cognée. On C'est vous tout dans parle La plus. Cognée. Là, je comprends pas, là, c'est quoi le principe d'être une cellule terroriste puis d'avoir un journal où est-ce que t'expliques tout ce que tu fais, là. Ben, Tu sais, c'est- il me semble qu'il pour un peu plus de secrecy. Mais quand t'es un mouvement politique, faut quand même que les Ouais. gens comprennent. Là. Faut pas juste... Parce que c'est pas du terrorisme... Tu sais, c'est pas juste de la terreur. Mais là. ça doit être pour Parce se que- justifier aux yeux de la population aussi. Ouais, c'est ça, parce que clairement, il y avait Ouais. sûrement des gens qui faisaient comme, ouais, tu sais, c'est horrible, mais en lisant, qu'est-ce qu'ils écrivent? I get it. I get it, I yeah, kinda get yeah. it. Mais c'est peut-être ça qu'ils voulaient faire justement parce que le FLQ publie un long communiqué pour justement se distancier des actions de Gagnon et Vallière, mais aussi pour déplorer la mort de Jean Corbeau et exprimer ses regrets et ses sympathies pour, et je cite, tous les corbeaux de ce monde. Ah. Fait que, Oh. clairement, ils veulent comme se rallier, tu sais, l'opinion du public, mais malgré ça, le public semble se rallier à la cause de Gagnon et Vallière, étrangement. Et il y a une lettre signée par 16 membres de la faculté de l'UDM qui est publiée dans Le Devoir le 28 octobre 1966 pour soutenir les grèves de la faim de Gagnon et Vallière. Nous aussi, on va Ok. arrêter de manger. Ça aussi c'est un modus operandi là-dedans, là. Gagnon puis Vallière, là, je vous avertis, là, ils font à tout bout de champ des maudites grèves de la faim, là. C'est la seule affaire qu'ils sont capables de faire, là. Parce que, il va peut-être avoir des grands fans de Pierre Vallière qui vont écrire puis vont se venger contre moi à cause de ça, mais, en tout cas, moi, je trouvais qu'à un moment donné, il lâche ça puis fait d'autres choses, là. Essaye une autre tactique, mettons, là. Mais ça avait marché pour les suffragettes. Pourquoi pas? Et effectivement. Ben, en tout cas, on va voir si ça marche pour le FLQ, là. On va laisser le suspense là-dessus. Fait que, dans leur lettre, les 16 membres de la faculté de l'UDM disent qu'ils se battent pour la libération des travailleurs du Québec et contre l'exploitation des hommes sous toutes ses formes, tout comme Gagnon et Vallière, qui étaient sûrement conscients des risques de leurs démonstrations violentes et que, ben, malgré ces risques-là, ben, ils ont le soutien de ces membres de la faculté de l'UDM. La lettre invite les gens qui partagent ce point de vue à venir signer une pétition au bureau du journal étudiant de l'UDM, ce qu'une soixantaine de personnes Étudiants debout! Étudiants debout! C'est comme Radio Enfer, il est rendu là, Vincent Gélina. Yes! Fait que là, pendant ce temps, Gagnon et Vallière sont enfin en prison au Québec, et Vallière en profite pour écrire un livre d'environ 500 pages, prêchant la nécessité de faire une révolution totale pour renverser l'État capitaliste dans lequel les Québécois vivent, et pour abolir ce qui empoisonne depuis des décennies le lien entre les individus, soit le capitalisme. Fait que c'est pour renverser l'État capitaliste et abolir le capitalisme. Ça tourne un peu en rond, mais vous comprenez ce que je veux dire dans mon Yeet le capitalisme dans le fleuve. Yeet le capitalisme dans le fleuve, le capitalisme est la raison pour laquelle le lien social s'effrite au Canada français. Le capitalisme, c'est poche! Ouais. Le capitalisme, c'est poche! Aussi poche que le titre du livre de Pierre Vallière.
qui a très mal vieilli. Ce livre est publié le 15 mars 1968, pendant que Pierre Vallière est en train de subir son procès pour la mort de Thérèse Morin. Puis là, ouais, j'allais le dire plus tard dans le texte, mais je peux vous le dire tout de suite. Certaines personnes ont sans doute déjà lu ce livre dans nos auditeurs et auditrices. Ça s'appelle, je ne dirai pas le titre au complet, Mots en haine, blanc d'Amérique. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était souvent Ça a mal vieilli, puis des extraits au cursus au cégep dans le cours de français québécois. Absolument. Le français quoi, 3. C'est un livre très important, c'est juste que je veux pas dire son titre. Ben non, on va se faire cancel. De toute façon, vous savez exactement de quel livre qu'on parle. Ah oui, Vous savez exactement de quel livre qu'on parle. C'est Mots en haine, blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Voilà. Alors, pendant le procès de Pierre Vallière, le témoin principal est un jeune homme du nom de Serge Demers, qui était apparemment leur principal artisan de bombes à l'époque, puis qui a réussi à être switché par la police, parce que c'est facile de switcher les gars du FLQ, justement, comme je l'ai dit, c'est pas des criminels endurcis, c'est juste des personnes qui veulent retourner à avoir une vie normale, puis pas nécessairement passer le reste de leur vie en prison. Faut juste que tu leur donnes un bon spaghette, une petite tape dans le dos, là, puis une petite tasse de chocolat chaud. On va aller t'acheter un bon smoke meat, là, puis tu vas nous conter tout ce que tu sais. Oui, monsieur! Fait que là, Demers, il témoigne contre Pierre Vallière, puis il dit que Pierre Vallière lui a indiqué de faire une bombe. C'est la bombe qui a tué Thérèse Morin. Puis ensuite, Demers décide de recanter son témoignage, et la couronne est forcée de modifier l'accusation de Vallière, passant d'homicide à homicide involontaire. Parce que Serge Demers, qui était le témoin principal, il a décidé qu'il voulait plus collaborer au procès, finalement. Oh, changer d'idée. Fait que les jurys débattent pendant un peu moins de 4 heures avant de déclarer Vallière. Qu'est-ce que vous en pensez? Non coupable. Ah, Audrey a raison, coupable. Un point! Coupable d'homicide involontaire. Fait que là, il était en prison depuis tout ce temps-là, il avait eu le temps d'écrire son livre de 500 pages. Ben écoute, il va avoir le temps d'en écrire un autre parce qu'il va retourner en prison. Mais, Quoi faire Vallière... ben, qu'est-ce que tu fais d'autre à part écrire quand t'es un journaliste pis que t'es en prison, tu sais? Ben, tu peux aussi faire des push-ups pour être Ouais, rich. c'est ça que j'allais dire. Ah! C'est parce que t'as pas vu de quoi il avait l'air Pierre Vallière, là. Non. J'étais pas en train de turn sur Pierre Vallière, j'étais juste en train de donner des idées. Il avait pas l'air d'avoir un abonnement au Gold Gym, là. Oh! Il est juste au Econo Fitness pis il allait pas. Oui, mais il va pas vraiment. C'est à 12$ par mois. Correct, je te filme Pierre Vallière, moi aussi, je vais pas. Écoute, ça, un abonnement de Netflix, mais... Fait que Vallière, il porte sa cause en appel, et la cour d'appel renverse le verdict. Fait que là, il y a un deuxième procès, et il est trouvé coupable une deuxième fois, puis encore une fois, le verdict est renversé par la cour d'appel. Fait que finalement, bon, pendant tout ce temps-là, il était en prison pendant tout ce temps-là, mais bon, il restera pas en prison très longtemps, son verdict a été renversé 2 fois. Ben. Il est libre, c'est un homme libre pour l'instant. Ah! Son comparse Charles Gagnon, quant à lui, est innocenté d'accusation de meurtre, mais trouvé coupable de complot pour commettre un cambriolage à main armée, ce qui est dans une autre affaire qui n'a pas rapport, et lui est envoyé en prison pendant 2 ans. Ah. Fait que là, le texte de Pierre Vallière, j'en ai parlé un peu, c'est devenu une véritable bible pour les militants séparatistes du Québec. Fait que, ça s'appelle, comme je l'ai dit, Mots en M, blanc d'Amérique. Et si ça vous intéresse de connaître le mot en M, mot en N, blanc d'Amérique, mon Dieu, je pardonne même mal. Si ça vous intéresse, vous avez juste à chercher le nom de Pierre Vallière, puis vous allez trouver le titre vraiment très vite. L'ouvrage de Pierre Vallière, vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'était une sensation immédiate, même en France, aux États-Unis, au Canada anglais et en Allemagne. Mais c'est dans l'air du temps aussi, C'était tous le les number one mouvements Wikipédia. décoloniaux, là, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Lui, il a fait un best-seller avec son affaire, là, puis ça s'est vendu un petit peu partout. C'était le Harry Potter de son époque. Avec ce début quand même smooth d'épisode, on arrive au centenaire du Canada. Oh. On est rendu en 1967. Bonne fête, C'est Canada! l'année de l'Expo. Bonne fête, Canada. Ah oui, l'expo. L'Expo. Et là, pendant cette année, vous serez peut-être surprise d'apprendre qu'il n'y a que 3 bombes qui vont exploser. C'est une année relativement calme pour le FLQ. Juste 3. Oh, ouais. Dans des boîtes aux lettres, causant peu de dommages, Montréal vit une certaine petite accalmie. Mais l'accalmie sera de courte durée, comme vous allez le voir. Parce qu'il voulait aller visiter l'expo, il voulait pas faire des bombes. Si, il y avait plein de Ben, belles c'est affaires. ça. Hein. Exactement. Fait que là, pour les personnes très jeunes qui nous écoutent, on peut expliquer c'est quoi l'expo. Est-ce que quelqu'un veut expliquer c'est quoi l'expo? Je parle tout le temps, là. Dis-moi un break. Moi, j'ai pas de... Je ne sais pas grand-chose, malheureusement. Fait qu'en 1967, ils ont fait, Oui. c'est les expositions universelles, c'est ça? Ouais. Mais je sais que c'est grâce à l'Expo 67 que maintenant nous avons des perce-oreilles. Ah ouais, parce que les gens ont amené ça ici.
Ben, c'est à cause des plantes exotiques qui ont été exposées à l'Expo Ah. 67 et maintenant on a Mais- des gentils perce-oreilles qui se cachent dans nos serviettes de plage pendant qu'on va se baigner. Super! Mais c'est donc bien intéressant, ça, je savais pas ça. Ben oui. Mais les expositions universelles existent depuis le milieu du 19e siècle, dans le fond, puis c'est comme, on va à chaque, je sais pas c'est combien d'années, mais les gens de tous les pays du monde font des belles expositions qu'ils mettent dans une ville, puis là, les gens sont comme, waouh, c'est vraiment beau. Mais avant, c'était surtout pour montrer les nouvelles avancées technologiques. Oui, Mais exactement. l'Expo 67 nous a donné justement des pavillons permanents, là, comme l'Habitat 67, la Cité du Havre, puis il y a quoi d'autre, là? Voyons, un la beau, biosphère, non, c'est pas là-dedans? La Oui, biosphère. ouais. Ouais. Le, Donc, le casino de Montréal. fait que toutes des belles bâtisses, des beaux monuments architecturaux. Il y a un beau logo que les gars barbus qui aiment la bière de petite brasserie, ils aiment se tatouer en arrière du bicep, là, parce qu'ils sont comme vraiment Ah! cool. Ou des macarons pour mettre sur ton sac à dos. Yes, sir. Ben oui. Ça, c'est quand t'es Écoute. vraiment cool. Mais oui. Ah. Fait que, effectivement, c'est ça, l'exposition universelle. C'est tous les pays du monde sont invités à une place pour avoir un pavillon puis démontrer les progrès scientifiques et technologiques, Ça- etc. Ça a aussi mis un peu la ville de Montréal dans le trou, là. Voulez-vous Euh, avoir les chiffres? J'ai les chiffres devant moi. Je sens que ça Oui. va être désastreux. Donc, pour les coûts encourus pour installer l'expo puis payer tout le monde, ça a été de 431 904 684 $. Les revenus que ça le donné, c'est 221 239 Wow. 873 $ pour un déficit opérationnel de 210 664 811 Donc, c'était tout Vincent Lacroix qui avait fait le budget. C'est terrible. Écoute, dis de même, c'est pas super positif, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent que l'Expo 67 a mis Montréal sur la map, parce que là, on est en train de s'ouvrir au monde, vu qu'on était fermé depuis vraiment longtemps. Fait que, écoute, on a perdu de l'argent, mais c'est si important que ça, l'argent? On a Hein? gagné du exposure. On s'est Ben, fait c'est ça, des pour les amis. gars du FLQ qui sont anticapitalistes, là, c'est pas grave, l'argent. C'est vrai. ok? C'est vrai. Pour nous autres non plus. Parce qu'en fait, l'Expo 67 a mis Montréal sur la map parce que c'était la deuxième plus grande expo du monde à ce moment-là, après la foire de Paris en 1900. Oh! Fait qu'il y avait... Ah ah! Mets ça dans ta pipe, Toronto! Ouais! Il y a eu en tout 50 millions de visiteurs qui vont venir faire un tour sur l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène où étaient installés les pavillons pendant les 183 jours de la foire. 183 jours! Ah ah! Ça a duré comme une grosse partie de l'année, la moitié de l'année. Comme Oh pas my mal tout God. l'été, là. Ouais. Oh my god! Dans ma tête, c'était genre une fin de semaine. Je suis vraiment douée. Hey, Non, tout non, ce c'était- coup-là pour une fin de semaine, c'est pas le Comic-Con de Montréal. là. Non, effectivement. Fait que pendant ces 6 mois-là, il y a bien des visiteurs importants qui sont venus à Montréal pour aller voir l'expo. Comme par Oh. exemple Ed Sullivan, Oh! l'animateur de talk show, Bing Crosby, le crooner, Oh! Marlene Dietrich, Oh! Thelonious Monk, le jazzman. C'est bien un jazzman, c'est ça? Oui, C'est pas oui, un oui, bluesman? Ouais, ok, c'est ça. Il y a aussi des personnalités politiques comme Jackie Kennedy, le prince Rainier le troisième et Grace Kelly, qui était sa femme. Oh, Grace Kelly! Ainsi que Grace Kelly, ainsi que le président américain Lyndon B. Johnson Ah et ouais. le président de la République de la France, Charles de Gaulle. Ah ouais! Ah ouais, Charles de Gaulle, vive la France! Et c'est dans ce contexte que Charles de Gaulle, le président de la République française, va livrer son fameux « Vive le Québec libre » à la foule, en délire, à partir du balcon de l'hôtel de ville. Charles de Gaulle fait ça pendant un discours improvisé à la demande de la foule qui, lors de la visite de Gaulle à l'hôtel de ville, crie « Un discours! Un discours! En tapant sur leur petit verre. C'est là. ça comme dans un mariage, là, c'est juste comme... Un bec, un bec. Un bec! Un bec! » Fait que Ding, c'est ça. ding, 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 Il, ding. il est allé là, Charles de Gaulle, et il a dit quelque chose comme « Vive le Canada, vive le Québec, vive le Québec libre », et les gens ont parti en peur. Ils sont complètement partis en peur. Fait que, laissez-moi vous dire que c'est le genre de déclaration qui n'a pas du tout fait le bonheur du gouvernement fédéral du Canada. Non, mais si tu me permets une parenthèse, Oui. Catherine, sur Oui. Netflix présentement, si vous êtes à court de séries à regarder, il y a une excellente série qui s'appelle Au service de la France, qui a, qui a été écrite par ceux qui ont écrit les films OSS 117 avec Jean Dujardin. C'est une excellente série qui se passe tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, puis on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des changements sociaux en France, et dans le fond, on suit des espions. Et dans la deuxième saison,
on voit des combattants du FLQ en Algérie, et à un moment donné, ils bloquent le chemin aux espions français, puis là, il y a un des espions français qui sort de la voiture puis qui va parler avec eux parce qu'il est comme « Ah ouais, je comprends leur langue, je vais aller négocier avec eux. » Puis là, il sort. Puis là, quand il revient dans l'auto, il dit les combattants québécois les laissent passer. Puis là, les autres espions, ils sont comme « Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? » Puis il dit « Je leur ai promis que Charles de Gaulle allait dire « Vive le Québec libre! » Là, les autres sont Oh comme... mon Dieu! Là, les autres sont comme « Mais ça veut dire quoi? » Puis il est comme « Je sais pas, mais quand j'aurais dit ça, ils étaient super contents. Alors voilà, et maintenant, ils me laissent passer. » Puis, je tiens à dire, c'est une série française qui se moque de la France avec beaucoup de poignes. Et ça vaut vraiment la peine d'être regardé, parce qu'il y a les Québécois qui parlent québécois, puis les Français qui les regardent en faisant comme « On comprend rien quand vous parlez. » Puis les Québécois sont comme « Ben nous, on vous comprend quand vous parlez. » Fait que comme... Comme dans la vraie vie, c'est ça. Alors, c'est vraiment une excellente série à regarder si jamais vous êtes à la recherche de nouvelles choses à binger sur Netflix, comme qu'on dit. À binger. Je te rends le micro, Catherine. Alors... Donc, laissez-moi vous dire que Vive le Québec libre, c'est le genre de déclaration qui n'a pas du tout fait le bonheur du gouvernement fédéral du Canada. En fait, le premier ministre d'alors, Lester B. Pearson, livre une déclaration de son cru suite à celle de Gaulle pour expliquer que les gens du Canada sont libres, OK? Incluant les Québécois. Il y a personne qui a besoin d'être libéré, fait que fermez vos yeux. En gros, c'est ça que ça veut dire. OK, on est libre, mêlez-vous de vos affaires, puis en passant, on vous signale qu'il y a des milliers de Québécois qui sont morts pour défendre votre maudit pays pendant la Grande Guerre puis la Deuxième Guerre mondiale, fait que prenez votre trou puis mêlez-vous de ce qui vous regarde, maudit Monsieur de Gaulle. C'est à peu près ça que ça voulait dire. La réponse de Lester B. Pearson. Sauf que le mal est déjà fait, et le FLQ prend la déclaration de Charles de Gaulle comme un premier endossement de la part d'une personnalité politique internationale. Ce que c'est, on s'entend. Et bientôt, René Lévesque va lui aussi prendre la place publique pour vanter les mérites de l'indépendance du Québec! Yeah! 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 Il propose à l'Assemblée nationale un projet qu'il baptise Option Québec, mais ça ne fait pas l'unanimité dans le caucus libéral. Oh, attends, je vais mettre mon chapeau surprise. À ce moment-là. Oh, je sais. Écoute, garde ton chapeau surprise un petit moment encore parce que... Je vais mettre le petit élastique en dessous de mon menton. Il fait passer son Option Québec au vote, tu sais, auprès du Congrès libéral, et il reçoit 5 votes à main levée sur les 1500 députés libéraux dans la place. Oh non, il était tout seul à sa faire! 5! C'est comme non, ça nous intéresse pas ton Option Québec. Au début, il voulait faire un référendum, puis là, il y a quelqu'un qui a dit comme « Non, non, on n'a pas besoin, on va faire ça à main levée. » Puis il était comme « Bah ouais, alors on va faire ça à main levée, allez-y, qui est-ce qui vote? » Puis ils sont juste 5 à avoir levé la main. Fait que je pense que ce jour-là, René Lévesque a peut-être compris que ses idées avaient plus vraiment leur place au sein du gouvernement libéral. Je m'en vais, vous êtes pas le fun! Fait que là, à l'automne 1967, Tipoel va quitter le Parti libéral pour fonder son propre parti, le Parti québécois. Québécois! Yes! Nous sommes québécois! Fait que là, La Cognée, pendant ce temps-là, parallèlement à ça, on va retourner au FLQ un petit peu, La Cognée, le journal felkiste, prend le bord et est remplacé par un journal qui est encore pire, qui s'appelle La Victoire. Oh! Ils sont comme là, on est rendu, on a quasiment gagné. Ils se prennent pas pour des 7-Up, on a là. quasiment... Non, ils se prennent pas pour des 7-Up, puis si La Cognée encourageait les gens à faire fondre leurs crayons, dans La Victoire, le FLQ publie des instructions sur comment faire des bombes chez vous. Oui, mais je peux-tu la faire à mijoteuse? Elle avait pas répondu. Et puis là, on arrive en 1968. 1968, c'est la pire année pour les bombes. C'est une année durant laquelle souffle un vent de folie, pour reprendre les mots du maire Jean Drapeau. Oh! Parce que c'était Jean Drapeau qui était le maire de Montréal à ce moment-là. Allô, Jean! On a parlé de lui dans l'épisode sur Pacific Plot. Sup, Jean? Alors, pendant cette année-là, il y a une quarantaine de bombes qui vont exploser en 7 mois. Oh God! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bombes. Tout commence avec une manifestation à l'usine de 7-Up dans Ville-Mont-Royal. Je sais pas qu'on appelle ça. En tout cas, il y a une usine de 7-Up. Ah! L'usine a été achetée par une nouvelle compagnie il y a 4 ans, mais le nouveau patronat refuse de négocier une nouvelle convention collective avec les employés depuis 4 ans. Fait à la place, la compagnie a juste engagé des nouveaux employés pour remplacer ceux qui faisaient la grève, puis là, mais sûr, c'est des scabs. Puis là, bien sûr, le 27 février 1968, ce qui devait arriver arriva, et il y a une manifestation monstre qui s'organise et cause du grabuge dans Montréal avec plus de 2000 manifestants. Et tout ça arrive pendant le premier appel à la bombe de l'année. Fait on est en février, ça commence, on attache notre sucre. 2000 personnes dehors en Schlick, février.
2000 personnes dehors en Il était février à côté de la motivé, plante de 7-Up. Même en 2012, on voulait pas sortir avant le mois de mars. Non, À la fin, il va effectivement. faire un petit peu plus chaud. Il était plus tough que nous. En mai 1968, Pierre Vallière fait un appel aux armes à ses compatriotes du fin fond de sa prison, parce qu'il est encore en prison à ce moment-là, apparemment. Il écrit, et je cite, « Le peuple québécois est en colère. Il ne manque que l'étincelle pour mettre le feu. Et c'est précisément le rôle de l'avant-garde révolutionnaire, notre rôle, de faire éclater cette étincelle. Il faut mettre le feu partout au Québec. » Je sens que ça va pas bien se passer. L'événement le plus important qui se déroule cette année-là pour le FLQ, c'est le lundi de la matraque. Oh! En avril 1968, ça sonne pas pire déjà, tu sais. Ouais, En avril 1968, Pierre Elliott Trudeau a succédé à Lester B. Pearson à la tête du Parti libéral du Canada, puis il a immédiatement callé des élections, as you do. Son slogan de campagne, c'est « Un Canada, une nation ». Whoops! Ouais, les maudits Québécois, là. Ouais. Lui, là, il sent, excusez mon français, mais il sent contre Christ des felkistes, là, des séparatistes et de l'indépendance du Québec. Il a l'air de trouver ça assez risible comme idée, et de considérer les felkistes non pas comme des hommes qui ont de la dynamite, mais comme une belle gang d'enfants capricieux. Oh, oh, oh. Check ma face, là. Check ma face, là. Fuck off. Mais l'affaire, là, c'est que c'est comme un peu des deux. C'est des petits gars avec des bombes. C'est comme pire. C'est à prendre au sérieux, mais Ben oui, il va avoir la ligne capricieux, dure jusqu'à la fin, Pierre Elliott Trudeau. Et là, le 24 juin, à la Saint-Jean, Pierre Elliott Trudeau est à Montréal pour le défilé de la Saint-Jean. Yeah! Le défilé, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que je suis même pas sûre qu'on a encore ça, un défilé de la Saint-Jean, Oui. mais le défilé de la Saint-Jean... Oui, oui, on oui. en avait un. Là, une couple d'années, il y a eu quelque chose de vraiment pas le fun qui s'est passé au défilé de la Saint-Jean. Veux-tu qu'on te le dise? Des trucs oui, ben comme ça. vraiment racistes. C'est que Non! c'était des femmes blanches qui chantaient sur un char tiré par des jeunes personnes racisées. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais, des belles images. Il y en a pas de racisme au Québec. Non, ça existe pas, je sais même pas quoi tu parles. Écoutez, dans ce temps-là, on n'aurait jamais vu ça parce que le défilé, il était la nuit. Ce que moi, je trouvais bizarre. Mais en tout cas, le défilé doit partir à 9h du soir du Parc La Fontaine. Seigneur! Mais- Les enfants C'est pourront tard. même pas y assister, ils font doudou! Ben, c'est pour ça que je pensais que ça existait plus, cette histoire-là, parce qu'on fait des défilés dans le jour, j'imagine, là. Ben oui, pour que les enfants ils puissent avoir des ballons puis des maquillages. Ouais, ils ont peut-être appris parce que ça s'est mal passé. Fait que, en tout cas, c'est arrive censé aux partir erreurs. à 9h, là. C'est censé partir à 9h le soir, mais le grabuge commence à 7h30. Pierre Bourgault, le leader du RN, et Reggie Chartrand, le leader des Chevaliers de l'Indépendance, Il est revenu avec son armure de plate! il est revenu! Chevalier. Ils sont là, dans le parc, à rallier leurs troupes et à faire des speeches. À 8h30, Pierre Bourgault est hissé sur la foule et commence à être porté, tu sais, il fait du crowd surfing. Body surfing! Sauf que c'est pas n'importe qui le porte. En fait, c'est des policiers en civil qui essaient discrètement de l'amener vers un fourgon de la police. Yeah! C'est le meilleur texte. Rentre dans le char, c'est c'est ça. le party bus, oui! Party bus de l'indépendance, yeah! Et puis là, quand les gars du RN réalisent ça, là, c'est là que le fun commence. Puis par le fun, je veux dire la violence. Parce que la foule commence à lancer des roches puis des bouteilles de liqueur à la police. Là, après ça, la police va lancer du gaz lacrymogène, puis la foule va commencer à pitcher des cocktails Molotov. Oh! Ça commence à se Bring battre your un own peu cocktail partout Molotov. dans le C'est parc. ça, il y avait C'est ça dans leur poche. Ouais. Ouais. Au cas où. Mais Ils ont pris écoute, le fond de leur 40 onces de vodka, ils ont mis une guenille, puis Bon. Regarde, tu prends une bouteille de Dao, là, qui De est Dao. empoisonnée anyway, ton Dao. puis tu mets un torchon en feu dedans de Dites ta donc piste, Dao. puis voilà. Dites donc Dao. Mais non, c'est pas empoisonné pour vrai, c'est une joke. Fait que là... dites donc Dao Pau. Dites donc Dao, papa. Ça commence à se battre un peu partout dans le parc La Fontaine, à détruire des voitures de police, à lancer des cocktails Molotov. La police fonce dans le tas à cheval et en donnant des coups de matraque dans la C'était foule. là, à vraiment l'aveuglette. un Bang, GN. bang, bang, bang. C'est- Oh, les pauvres c'est- petits chevaux. Ben, c'est comme un GN, mais la police a du gear anti-émeute, là. Ouais. Ils ont pas juste des Des- petites épées en mousse, là. Non, ils ont des matraques, puis ils fessent, puis ils ont des boucliers, puis ils arrêtent les gens, là, comme, ils les mettent en souricière, puis ils les mettent dans des fourgons, puis c'est complètement fou, là, c'est la folie furieuse.
Pendant tout ce temps-là, il y a des... je l'ai pas écrit dans mon texte, mais je vais vous le raconter. Il y a des journalistes de Radio-Can qui sont là en train de couvrir la parade qui a viré en manifestation. Puis ils ont comme des correspondants qui sont pognés dans l'émeute. Il y en a qui sont, tu sais, à côté de l'estrade des politiciens, mais il y en a d'autres qui sont pognés dans l'émeute, tu sais, puis ils essaient de parler avec eux, puis c'est comme, oui, ben là, présentement, la police, elle nous lance des bombes lacrymogènes, puis on est en arrière d'un char, puis ils arrêtent pas de pitcher des projectiles sur nous, fait qu'on peut pas sortir, puis c'est épouvantable, là. C'est complètement fou, là. Fait que ça dégénère encore plus lorsqu'un projectile est lancé sur la plateforme où se trouvent les dignitaires politiques, dont le maire et Pierre Elliott Trudeau. Ouf. Je sais pas c'est quoi exactement le projectile, mais ça a pas vraiment fait de dommages. Tout ce que ça a fait, c'est faire peur à tous les politiciens qui ont commencé à évacuer la plateforme, tu sais, avec leur garde de sécurité qui sont comme « Tassez-vous, tassez-vous ». Mais Pierre Elliott Trudeau, lui, là, Gardez sa il ligne refuse dure. de quitter son siège. Il garde sa ligne dure, ouais. Il se fait comme tirer, puis il dit non, tu sais, il se rassoit. Il s'accoude sur la balustrade, puis il regarde le monde se battre dans le parc avec un sourire aux lèvres. Comme un empereur romain. Allez, des jeux, du pain, des Un jeux, petit du peu. pain, des jeux. Du pain, des jeux. Puis il a fait son petit truc avec le pouce, Ouais. là, pouce par en haut, pouce par en bas, on Pouce les par en exécute. bas, le FLQ. Fait que la bataille dure de 8h30 à 1h du matin. Méchant parfait. Il y a... Et maudit. Il y a 126 blessés officiels, 292 arrestations et de nombreuses voitures de police et de civils qui ont été saccagées. La police a procédé à 293 arrestations. Fait qu'à partir de là... C'est une longue bataille, par exemple, de 8h à 1h, là. Oui, effectivement, c'est une maudite longue émeute, là, quand même. C'est un long mosh pit. C'est un... Mais il y avait sûrement même pas de musique. Ouais. Et il y avait Dans le le même. Robert Charlebois qui Ouais, jouait Robert dans sa Charlebois, il faisait sur le guide en arrière. là. Il y avait les covers francophones des tunes de yéyé américaines qui jouaient en background. Serge Fiori, il était là, pis il était comme... C'est que ton amour a changé ma vie. Point. Ok, j'espère que quelqu'un va faire un film, pis ça va être ça, la bande sonore, pendant ça. C'est ça, juste comme t'enlèves tout le son, puis il y a comme des ralentis de gens qui se frappent d'en face, puis cette tune-là qui joue en background, ouais. Je suis mon Dieu. vendu. Oh, ça serait malade, là. S'il y a quelqu'un parmi vous qui fait des films, là, on vous la donne, l'idée. Go! Run with it! Prenez-la. On veut ça, c'est ça. Et ok, fait que, tu sais, je vais déjà faire une correction, parce que je me suis trompée dans mes stats. C'est à partir de là qu'il va y avoir 46 bombes en 7 mois. Oh, ok, après l'émeute. Après Les le gens lundi sont de la riled up. matraque. Ouais, là, les violences vont en s'aggravant. Fait que c'est ça, il y a 46 bombes qui sont dispersées à Montréal entre août 1968, fait après la parade, et la fin février 1969. Puis à ce moment-là, un charmant sergent détective du nom de Robert Côté, dont je vous ai déjà parlé, a remplacé Léo Pouf à la tête de l'escouade de bombes. Fait que Bob Côté est dans l'escouade depuis ses débuts, mais ne vous méprenez pas. Il n'est pas de parenté avec toi. Il n'est pas de parenté avec moi et il est jeune. Il est jeune et il a de l'expérience quand même. Il n'a que 32 ans. Oh! Très là, jeune. Il est très jeune. Puis lui, il est dans l'escouade depuis 6 ans déjà, tu sais. Que c'est un homme d'expérience. Un jeune homme d'expérience. Il vient de se marier. Sa femme est enceinte. Oh! Il a tout pour lui, hein, tu sais. L'avenir lui sourit. L'avenir semble lui sourire, sauf que il ne peut pas dormir la nuit parce qu'il doit constamment aller désamorcer des maudites bombes et que le stress est en train de scraper sa vie. Parce que Robert Côté, voyez-vous, en tant que leader de son escouade, il sent qu'il a la responsabilité morale de désamorcer lui-même les bombes, Oh! puis d'éviter de mettre la vie de ses hommes en danger. Oh! Pauvre lui. Ouais. Fait que le nouveau raid de bombes commence avec 3 explosions en une seule nuit, en août 1968. D'abord, une bombe explose derrière les bureaux du Victoria Precision Works sur la rue de Rouen, dans l'est de la ville. 30 minutes plus tard, une autre explose dans une succursale de la Régie des alcools, l'ancêtre de la SAQ, dans le nord de la ville. Puis un peu plus tard, une autre fait exploser la voiture d'un conseiller de la RAQ. Fait que, en tout cas, il y a 2 attaques contre la Régie des alcools. Fait que, une qui fait exploser la voiture d'un des conseillers à Ville-Mont-Royal. Puis ensuite, on a droit à d'autres explosions et à d'autres alertes à la bombe à la caserne du Blackwatch Regiment, qui avait déjà été bombardée par le FLQ, à 2 établissements gouvernementaux sur la rue Sherbrooke-Ouest, dans Westmount, qui avait aussi été bombardé par le FLQ auparavant. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui pose
une bombe au pied de la statue de John A. MacDonald, parce que F.U. les anglophones. Yes. Cette statue-là, elle a vécu. le rough. Elle a vécu des affaires. Elle l'a pas eu facile. Non. Ensuite, il y a une bombe qui explose à la maison du gouverneur de la prison de Bordeaux, entre autres, parce qu'il y a sans doute des gars du FLQ qui sont à la prison de Bordeaux. Sûrement. C'est parce que, voyez-vous, il y avait du barda à la prison de Bordeaux dans ce temps-là, parce que Charles Gagnon et Pierre Vallière, oui, encore eux autres, étaient incarcérés là et ont décidé de faire une autre grève la faim. Yeah! Pour protester contre la lenteur des procédures judiciaires, parce qu'ils étaient tenus là en attente de procès, puis là c'était long, puis ils faisaient une grève la faim. Fait que là, voyant là une belle opportunité, il y a 700 autres prisonniers qui se sont ralliés à leur cause, non pas pour protester contre la lenteur judiciaire, mais pour avoir des droits de visite plus longs, des appels plus longs, puis de la meilleure bouffe, parce que on en a déjà parlé, des conditions dans les prisons dans ce temps-là, c'était un petit peu épouvantable. Fait que le FLQ se sac un peu de ces 700 prisonniers-là, mais veut montrer de la solidarité envers les deux prisonniers politiques, ses deux prisonniers politiques préférés, Charles Gagnon et Pierre Vallière, d'où la bombe au domicile du gouverneur. Là, je vous rassure, il y a beaucoup d'alertes, mais c'est pas toutes les bombes qui vont exploser. Certaines n'explosent pas parce qu'elles sont mal construites, mais d'autres semblent avoir été super bien assemblées, avec une vraie main de maître. Ce qui mène notre ami Bob Côté à déduire qu'il y a deux groupes qui sont responsables des attaques. Les bons pis les pas bons. Les bons pis les moins bons. Cela dit, personne ne réclame les différentes attaques dans les journaux ou même dans La Victoire, le journal felkiste. Et rien dans les débris ne permet aux policiers d'identifier qui aurait pu être responsable des attaques. Ça va prendre des snitches pour qu'ils finissent par apprendre ça. La prochaine attaque est plus dramatique que les autres. Le 11 novembre 1968, il y a une bombe qui explose dans un tunnel liant la gare centrale à la place Bonaventure. Oh non, la ville souterraine! Ah! Elle est toute scrap! Qu'est-ce que les touristes français ils vont faire? Ils vont aller se promener dans des autres parties de la ville souterraine, écoute. La bombe explose à 8h30 p.m. et les 3 personnes qui se trouvaient dans le tunnel au moment de l'explosion, des gars de la maintenance, arrivent à s'en tirer, avec plus de peur que de mal, mais tu sais, sans vraiment avoir été blessés ni rien, mais pendant un petit bout de temps, on se demande si ça va s'effondrer dans ce coin-là, là. Ben oui. Mais bon, plus de peur que de mal. Les felkistes posent 3 autres bombes pendant la semaine que Bob Côté arrive à démanteler, et puis le 22 novembre, une autre bombe détonne. Cette fois-ci, la cible est le magasin Eaton sur Sainte-Catherine. Oh non, c'est qu'on va s'acheter des coperies! Le centre Eaton, le magasin Eaton est un véritable symbole de richesse et de grandiosité commerciale du patronat, tant québécois qu'anglophone. Comme au bonheur de ces dames! Comme au bonheur de ces dames! Que de Émile Zola! Et la bombe détonne au milieu de la nuit sans faire de victimes, et aussitôt, il est décidé que le magasin va être nettoyé et va ouvrir le lendemain matin comme si de rien n'était, là. Okay, on se les laissera pauvres pas avoir, employés là. qui ont dû nettoyer ça. Ouais, je sais. Sauf que, malgré ça, le lendemain ne sera pas une journée normale pour le centre Eaton, pour le Eaton du centre-ville, non. Parce que à 3h20 de l'après-midi, il y a un téléphone anonyme à la station de radio CKAC à Montréal qui les informe d'une autre alerte à la bombe dans le département des bijoux du magasin Eaton. Oh Ok, non! vous avez pensé que vous en sortiez, mais non! Bon. Le tic-tac, c'est pas des montres! C'est des montres attachées à d'autres affaires. Boum. Fait que là, Bob Côté est immédiatement dépêché là-bas. Il ouvre la boîte et aperçoit une bombe qui est composée de 4 bâtons de dynamite collés ensemble. Il peut pas voir ou couper les fils qui constituent la bombe, alors il décide de... Il voit le mécanisme, il décide de peser sur le bouton d'alarme de la montre, qui est le mécanisme qui retient la bombe ensemble. J'étais stressée, là! Par chance, la bombe s'arrête. Je sais. Il va démanteler la bombe un peu plus tard et réaliser que le mécanisme devait faire exploser la bombe 5 minutes plus tard. Il était vraiment proche de... C'est juste des close calls qui ont le squad de bombes, là. Pour vrai, c'est... Mais dans ce temps-là, il y avait pas le gros kit aussi pour les protéger? Ouais, le petit robot. Et petit robot. Puis là, Bob Côté va démanteler 3 autres bombes pendant la première semaine de décembre. Et que ça arrête plus, là. En démantelant les bombes, Robert Côté constate que l'assemblage de celles-ci est identique à celui décrit dans un numéro de La Victoire sur comment assembler des bombes. Il en conclut que le FLQ doit être responsable, tu sais, parce que c'est eux qui propagent les idées. Et puis là, un jour, Bob remarque un nouvel élément dans le mécanisme d'une bombe. T'sais, on en a déjà parlé, c'est de la dynamite qui était comme accrochée ensemble, liée avec des fils, puis tu sais, des mécanismes comme des petits minuteurs de cuisine, des trucs comme ça. Et puis là, tout d'un coup, il voit un cylindre Pentomax 2, qui est une sorte d'explosif ultra puissant qui est utilisé pour le dynamitage dans les carrières et dans les mines. Fait que là, il comprend que le FLQ est plus juste en train de voler de la dynamite sur les chantiers de construction du métro de Montréal. Là, ils ont des explosifs encore plus puissants en leur possession. C'est très inquiétant. Et puis là arrive le jour de l'an. Il y a un petit répit à Noël, mais la veille du jour de l'an, le FLQ reprend du service et il y a 3 alertes à la bombe en une nuit.
Bob Côté doit quitter son petit réveillon tranquille avec sa femme pour se rendre à la mairie où une bombe vient de détonner sur le côté est, puis en chemin, il reçoit un autre appel, puis ils disent non, la bombe a explosé, c'est pas grave, va pas là, va à une autre place, va au côté ouest de la mairie, on vient de trouver une deuxième bombe qui a pas encore explosé, puis après ça, il reçoit un troisième appel, quand t'auras fini de désamorcer celle-là, t'iras au coin Dorchester et Blurry, il y a un édifice gouvernemental qui vient d'exploser. Lui qui voulait juste manger de la dinde qui boit des bulles. Il a eu tout un réveillon, lui, là. Ouais, c'est ça. Écoute, lui, là, il y en aura pas de tourtière cette année-là, là. La bombe du côté ouest de la mairie avait été placée directement sous le bureau du maire Drapeau, et notre Tigeant Drapeau national, il est en beau joie le vert. Faites pas ça, mon beau bureau en acajou! Hey, là, ça va faire, là! Il appelle une rencontre avec le directeur de la police pour se plaindre des felkistes. L'Expo 67 a mis Montréal sur la carte, mais là, les maudits felkistes de Schneid sont en train de scraper la réputation de la ville, là. Il faut arrêter ça, là. Comme si c'était pas déjà ça que la police était en train de faire, tu sais. Parce que je suis sûre qu'ils se sont retenus de soupirer ben gros, là. En tout cas, bon, Bob Côté, lui, il veut bien que ça s'arrête, sauf que il peut rien faire d'autre que juste désamorcer des bombes à la vitesse de la lumière, là. Comme, ils ont aucun indice, ils ont aucune idée qui sont les hommes qui sont responsables de ça, fait qu'à part désamorcer les bombes au fur et à mesure, il y a rien qu'ils peuvent faire. Une alerte à la bombe est ensuite placée par rapport à la maison du directeur de la police. Ça s'en vient personnel, là. Et le FLQ prend le temps d'expliquer que c'est un acte de vengeance par rapport au lundi de la matraque, la parade de la Saint-Jean. Mais finalement, la bombe ne détonne pas. Sauf que quelques jours plus tard, les bureaux de la Noranda Mines sont victimes d'une attaque à la bombe en plein jour. D'habitude, les bombes explosaient la nuit, quand il y avait personne, pour pas que ça fasse de victimes. Là, on sent que la pression, là, est vraiment haute, là. Il y a aucune victime au Noranda Mines, mais il y a beaucoup de stressés qui rapportent que pendant l'explosion, tout le building tremblait, puis ils pensaient que le building allait s'effondrer. Tu sais, je veux dire, là, on rapporte factuellement, là, mais je voulais mettre des détails comme ça parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des bombes qui explosent, là, mais ça fait vraiment très peur, là. Ben c'est bien beau qu'il y a pas de gens qui sont morts, mais c'était des trucs qui étaient vraiment très traumatisants, surtout pour comme les pauvres gars de la maintenance qui étaient dans le tunnel entre la gare centrale puis la place Bonaventure, là. C'est ça, il y a peut-être aucune comme séquelle physique, mais mentale définitivement, là. Ouais. Puis beaucoup pour les policiers aussi qui étaient dans la squad de bombes. Et puis là, le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, imaginez-vous donc les felkistes font une autre attaque à la bombe en plein jour, ciblant cette fois-ci la bourse de Montréal. Fait que là, la bombe va exploser, mais elle était placée dans une mallette qui était derrière un poteau, et c'est le poteau en ciment qui va absorber la plupart du choc et sauver la vie des gens qui étaient dans la bourse ce jour-là. Mais là, malgré ça, il y a plusieurs personnes qui vont bien sûr voler dans le mur à cause de l'onde de choc, et 27 vont être envoyés à l'hôpital, mais il y aura aucun mort et aucun blessé grave. Et là, ensuite, pour finir, Puis il y a aussi des gens qui ont pas vu l'explosion, puis ils étaient vraiment cool. C'est ça, il y a aussi des gens qui regardaient les écrans, puis qui se sont pas trop rendus compte de ce qui se passait, puis ils ont manqué quelque chose. C'est comme... Cool guys, don't look at explosion. Ensuite, pour finir la nouvelle vague de bombardements en beauté, une librairie fédéraliste vendant des publications gouvernementales au nom de la reine, qui s'appelle le Queen's Printer Bookshop, est bombardée. Hey, c'est niche comme librairie! Mais c'est grâce à cette attaque-là que la police va réussir à trouver les responsables. Parce que la bombe était placée dans le sous-sol de l'établissement. Et, ils ont interrogé les commis, puis les commis se rappelaient d'un monsieur qui est allé dans le sous-sol. À ce moment-là, la police a reçu environ 200 tips par téléphone. Il y a plein de gens qui offrent des tips parce qu'ils veulent la récompense. Il y a 2 récompenses. Il y a 3 récompenses qui sont offertes au public pour des informations pour mener à l'arrestation des leaders du FLQ, soit 5 000 $, de la part du magasin Eaton, qui était écœuré de se faire bombarder à tout bout de champ, 10 000 $. Et une télévision. Et un kit de bijoux. Et 10 000 $ de la part de la ville de Montréal, et 61 000 $ sont offerts par le gouvernement du Québec. Et toutes ces promesses portent fruit, parce que la police réussit à mettre la main sur l'homme qui est partiellement responsable de cette nouvelle vague de bombardement, la pire vague qu'il y a eu jusqu'à date. Cet homme, c'est Pierre-Paul Geoffroy. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Non. C'est un des gros noms du FLQ. Fait que Pierre-Paul Geoffroy, c'est lui qui est responsable là, de la plupart de ces attaques-là, de la grosse vague de 46 bombes en 7 mois. C'est un petit rouquin de 24 ans qui est domicilié au 3775 rue Saint-Dominique. J'aime bien ça inclure des adresses à Montréal. Là, il y a des gens qui sont comme « Ah! C'est chez nous! » Non! C'est sur le plateau, ça, je pense. 3775, c'est assez bas, oui. Le fantôme du FLQ est chez vous! Oh! Dans l'appartement de Pierre-Paul Geoffroy, la police découvre une malle remplie de bombes et de bâtons de dynamite. En voyant l'état des lieux, Bob Côté, qui avait bien sûr été appelé sur les lieux avec son escouade anti-bombe au cas où il y avait des booby traps, tu sais,
Il indique aux policiers qu'ils devraient évacuer le building parce qu'il y a trop de bombes dans l'appartement. Pas des booby traps, mais des bombes assemblées pour aller les disperser à différents endroits, là. Je serais stressée de vivre là. Ben là, maisance, puis là, Bob, il voit ça, puis il est comme, OK, il y a trop de bombes, il y a trop de bâtons de dynamite, on évacue ça. Mais les policiers chialent parce ils ont pas encore arrêté Pierre-Paul Geoffroy, ils savent c'est qui. Mais il est pas arrêté. Puis là, ils voulaient l'arrêter par surprise quand il va revenir chez eux, sauf que là, s'ils sont en train d'évacuer toutes les buildings autour, là, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh, mon petit doigt me dit. Mais là, Bob leur explique qu'ils ont pas vraiment le choix, puis il y a peut-être du monde qui vont mourir s'ils font pas ça, fait qu'ils organisent l'évacuation. Puis bien sûr, notre Bob, côté national, est sur le cas, il démantèle 2 bombes, direct de même, en claquant des doigts. Je sais que chaque Puis là, Les yeux fermés, il n'y a plus besoin de... Ouais, c'est ça, c'est même plus besoin, c'est juste comme... En dormant, il serait capable de faire ça. Mais là, il tombe sur une 3e bombe qui est un peu différente. Elle comporte un petit bout de carton entre 2 bouts de fil en cuivre. Pourquoi? Pour faire un booby trap. Parce que si on retire le bout de carton, les fils, ils vont se toucher puis la bombe va exploser. Oui! Fait que là, il comprend que les Felkis s'en viennent de plus en plus sophistiqués là, dans la fabrication de bombes. Mais c'est correct, parce que lui aussi, il commence à avoir de plus en plus de pratique. Écoute! Il est sur le cas, notre Bob. Il démantèle la bombe, puis il fait l'inventaire avec les autres policiers. Dans l'appartement de Geoffroy, il trouve 96 bâtons de dynamite, dans une première malle, 65 dans une seconde, et 35 cylindres de Pentomex 2, l'explosif ultra puissant. Tu peux pas collectionner les DVD comme tout le monde. C'est ça, t'allumes pas des chandelles dans ton appartement, là. Non, tu fais attention. Il trouve aussi plusieurs manifestes du FLQ tapés à la machine. Lorsque Geoffroy est finalement arrêté par la police, il admet avoir participé à plusieurs attaques à la bombe, dont celle de la Régie des alcools, et la bombe en dessous de la voiture du directeur de la Régie des alcools, les 2 bombes chez Eaton, la bombe au Black Watch Regiment, sur Blurry, et l'attaque à la bourse. C'est lui qui a mis la mallette derrière une colonne parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de monde à la bourse. On est encore dans l'optique de on veut pas faire des victimes, on veut faire des dommages matériaux puis s'attaquer à des symboles. Pour chaque attaque, Geoffroy a une rhétorique et une explication toute prête. Chaque fois, c'est pour protester contre les conditions de travail injustes des travailleurs ou une mise à pied politique, ou la Confédération, ou le patronat en général. L'objectif n'est jamais de faire des victimes humaines. Alors, Geoffroy, c'est lui qui appelait systématiquement à la radio pour les avertir des bombes à toutes les fois qu'il en posait une. C'est lui qui avait appelé à CKC pour dire « Il y a une bombe à la bijouterie du Eaton. » Pensez-vous? Fait Geoffroy refuse de livrer ses acolytes et pour cette raison, la police va le détenir un peu plus longtemps pour faire des accusations formelles et avoir la chance de le questionner davantage puis de canvasser les environs, tu sais. Mais ils vont pas réussir à trouver ses acolytes. Geoffroy accepte de témoigner lors d'une commission d'enquête spéciale demandée par le procureur général Jean-Jacques Bertrand, qui était aussi le premier ministre du Québec à cette époque. Pendant l'enquête, Geoffroy explique que le FLQ fonctionne avec des cellules indépendantes qui ne communiquent pas entre elles et ne se connaissent pas. Il agissait à titre de le lien entre les cellules qu'il y avait. À ce moment-là, il y en avait 2, comme Robert Côté l'avait estimé. Et il dit que la plupart des membres des cellules étaient auparavant dans les groupes de jeunesse reliés au RIN, ce qui fait juste confirmer les allégations de la police. Il accepte de comparaître, bien sûr, parce qu'il ne veut pas livrer ses acolytes. Et finalement, il plaide coupable, pour pas qu'il y ait de procès, aux 124 chefs d'accusation qui sont déposés contre lui, et il va être condamné à 124 peines d'emprisonnement à perpétuité. Wow! Ouais. Sors pas demain. Fait que... Non, c'est ça, exactement. Puis, on peut voir avec ça que le système judiciaire essaie d'envoyer un message. Loud and clear. Il a tué personne, Geoffroy. C'est pas lui qui avait envoyé les trucs à la grenade, là, pis tout ça, là. Il a tué personne. Mais quand même, il va être en prison à perpétuité, 124 peines. Malgré le fait que Geoffroy ne leur livre pas ses complices, la police finit par cibler 4 suspects qui sont impliqués dans les bombardements de la cellule Geoffroy: Pierre Charette, Alain Allard, Normand Roy et Michel Lambert. Mais les 4 ne seront pas arrêtés, ils vont avoir le temps de fuir le pays. D'abord, Pierre Charette et Alain Allard vont s'enfuir aux États-Unis pour éviter les représailles de la justice et vont se lier d'amitié avec un chapitre des Black Panthers qui militaient contre la guerre du Vietnam. Ils vont aussi s'envoler à bord d'un Boeing 727 de la National Airlines qui faisait un trajet New York-Miami, et puis tout à coup, à mi-chemin, ils ont décidé de hijacker l'avion et ils l'ont détourné pour Cuba, où ils ont demandé l'asile politique. Hey, ils sont spontanés, là, comme fou! Hey! Je suis assez spontanée comme personne, moi, là. Me semble que j'irais à Cuba, en vacances. J'ai une belle chemise hawaïenne, là, que j'ai jamais mis, qui traîne dans mon garde-robe. Fait qu'on va en reparler plus tard de ce qui est arrivé à ces exilés-là, mais ils vont rester à Cuba. Ils ont coupé une coupe de coconuts. Bon.
pendant ce temps, les deux autres membres du réseau Geoffroy, moi c'est mes préférés, Normand Roy et Michel Lambert, ils vont faire un parcours beaucoup plus intéressant et mouvementé. Mais tu sais, à Jack un avion, c'est quand même intéressant, là, on s'entend. Fait qu'ils vont partir d'abord pour Alger et fonder une délégation extérieure du FLQ. Fait que c'est le FLQ international! C'est eux qui sont parodiés dans Yeah! le service de la France. Oui! C'est exactement ça! Et là, l'année suivante, le journaliste Pierre Nadeau, qui filmait alors un documentaire sur la résistance palestinienne, croise Normand Roy et Michel Lambert dans un camp d'entraînement dans les montagnes de la Jordanie. Et, les journaux du Québec ont publié la une suivante, 2 terroristes montréalais en entraînement avec les commandos palestiniens. Je te dis, tu peux pas aller en voyage en nulle part sans croiser des Québécois. Il y en a partout! On est partout. En effet, on est partout, puis là, on était en train d'infiltrer le Moyen-Orient, là. Puis là, les 2 felkistes étaient effectivement dans un camp d'entraînement pour les résistants palestiniens pour compléter leur entraînement avec l'Organisation de la libération de la Palestine. Les 2, à ce moment-là, portaient des noms de guerre. On va avoir notre ceinture noire! Mais c'est comme un camp de jour, là. C'est comme Les noms de camp de jour, c'est les noms de camp de jour, c'est ça. Fait que leurs noms de camp de jour sont Sélim et Salem. Oh boy, okay. Ils se sont pas forcés. Non, ça, je sais, ils se sont pas forcés. Fait que, Normand Roy va revenir au pays en 1972 et il est arrêté en 1974 pour son implication dans les bombardements. Fait que, il est revenu puis pendant 2 ans, il était caché, là. Parce que... Je jouais à cachette. La police n'a pas réussi à le trouver. Ils sont très ingénieux, ces hommes-là, on va se le dire. Il est condamné à 30 mois de prison. Puis, Michel Lambert, quant à lui, il revient en 1979 et il est arrêté en 1981 et il sera condamné à une sentence suspendue et ne fera pas de prison. Oh. Fait que c'est la fin de cette cellule-là. Et pour Pierre-Paul Geoffroy, on va en reparler dans 2 épisodes. Ah! À suivre. Même après l'arrestation de Geoffroy, les bombardements continuent. Parce qu'il y a d'autres cellules, puis il y a d'autres mondes, haha. Fait qu'en mai, il y a une bombe qui cible l'Association de la construction de Montréal, mais fait plus de peur que de mal. Et à la mi-juin, il y a une bombe qui explose dans la municipalité de Sherbrooke. Yes, Sherbrooke encore. Non, Yes, non, Sherbrooke on dit rien encore. sur Sherbrooke. Sherbrooke, c'est vraiment cool. C'est très hype. Et puis là, le 29 septembre, une bombe explose à la résidence de Jean Drapeau. Oh! Fait que là, il avait essayé de faire sauter son bureau, puis là, ils ont mis une bombe dans l'escalier extérieur qui menait à son sous-sol. Sa maison, elle était toute décrisse. Oh non! Il y a des photos de ça, c'est vraiment le fun. C'est ça, son cinéma Il venait de maison. finir son sous-sol, puis dans les photos, Jean Drapeau, là, il a vraiment pas l'air content. La bombe, elle a explosé. Je comprends. Sa maison vient de se faire exploser. Hey! En tout cas, il y a des photos de lui avec Bob Côté, là, pis il a de l'air vraiment en tabarnak. En tout cas. Fait que la bombe explose au milieu de la nuit, puis la femme et le fils de Jean Drapeau ont le temps de sortir, indemne, tout est correct, mais le sous-sol est complètement scrap. Puis après ça, commencent les problèmes dans les écoles, parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi des tensions dans les écoles à Montréal par rapport à la question des langues. Il y a une nouvelle loi qui est introduite, qui s'appelle la loi 63. C'est une loi qui promeut le libre choix de la langue d'enseignement pour les citoyens. C'est ça qui va mener éventuellement à la loi 101, mais c'est pas la loi 101, c'est le contraire. En fait, selon la loi 63, les parents peuvent choisir la langue d'éducation de leurs enfants. C'est une loi qui se positionne en réaction au mouvement qui voulait promouvoir le français comme unique langue d'éducation au Québec, ou plutôt comme langue d'éducation prioritaire. Puis on s'entend que ça donner le choix à toutes les familles immigrantes de milieux anglophones de faire éduquer leurs enfants en anglais, mais le FLQ, il est pas très très content de ça, là. Fait que, il y a une école jésuite qui est ciblée par une attaque du FLQ. Et il y a aussi des tensions dans Saint-Léonard, parce qu'apparemment, les gens dans Saint-Léonard, ils étaient en train de décider de faire l'éducation à la maison pour leurs enfants, parce qu'ils voulaient pas les envoyer dans des écoles francophones. Fait que... il y a pas de bombe qui est liée à ça, juste pour dire qu'il y a des tensions sociales au niveau des questions linguistiques. Il y a aussi des remous dans le milieu universitaire. Il y a une vague de grève et d'occupation qui secoue les cégeps et l'université, dont quelque chose qui s'appelle l'opération McGill français, qui est une attaque prolongée sur l'université McGill, menée par un chargé de cours en sciences politiques du nom de Stanley Gray. Ah. L'objectif de ce mouvement est de transformer McGill en université francophone et de rallier l'opposition canadienne-française. Pour ce faire, Opération McGill français s'immisce dans les assemblées de Sénat et les tables de gouverneurs, en plus d'organiser une manifestation monstre de 9000 personnes. Le 28 mars 1969. On s'en va prendre McGill! Occupy McGill! Occupy McGill! Fait que là, de retour au collège jésuite, le collège jésuite qui a été ciblé par la FLQ, c'est le collège Loyola, que je ne connais pas. Fait que, il y a un appel à la bombe.
Bob Côté est dépêché là-bas, l'école est évacuée, et la bombe explose, mais il y a juste des dommages matériels. La bombe est examinée par Bob, notre ami Bob, qui en conclut qu'elle est faite avec les mêmes matériaux que les autres bombes, ce qui lui permet de conclure qu'il s'agit du même groupe de Felkistes. Fait que là, on a trouvé une gang, il y en a une gang qui sont exilés, mais il y en a encore là, qui fonctionnent puis qui montent des bombes. Sauf que le groupe a pris quelques années avant d'être identifié. En fait, c'est le leader de la cellule qui s'est lui-même rendu aux autorités en 1972 pour confesser ses crimes. C'est quand même... Si je peux faire une note sur le collège de Loyola, Oui. avant c'était une école indépendante, mais maintenant ça a été annexé à l'université Concordia. Ah! Donc c'est un peu le pendant aussi de McGill. Là. C'est Opération Concordia français. Exactement. Alors, l'homme qui était responsable de cette cellule du FLQ, c'était Georges Dubreuil, et il se rend à la police en 1972 pour confesser ses crimes. Il se lève à la police et dit qu'il aimerait parler avec un prêtre, fait que là, la police déguise un policier en prêtre. Génial. En lui mettant Quelle belle un tactique. foulard blanc sur les épaules. Ben voyons donc! Fait que- Il a Ouais. encore son uniforme, mais il est juste comme, bon ben, mets la serviette. Une chance qu'il n'y avait Je pas de co- je policière, comprends il aurait pas donné un trop. petit kit de nonnes en latex qu'ils ont acheté au party Hey, ici. À peu près, c'est ça? Puis il rentre, puis il est comme... Ça avait été un mauvais garçon. vous voulez faire une confession? You've C'est ça, been a sort son naughty, petit fouet. naughty boy. Fait que Dubreuil, il confesse sa participation à une quinzaine d'attaques et d'alertes à la bombe, tu sais, simultanément puis après la vague de Pierre-Paul Geoffroy. Il livre aussi ses complices, dont son frère et sa femme. Oh, ça va être un awkward souper de Noël. Hey, quand même! Fait que parmi les bombardements auxquels Dubreuil proclame avoir participé, il y a celui de la maison du gouverneur de la prison de Bordeaux, qui était aussi lié à la cellule de Geoffroy, fait qu'ils travaillaient ensemble. Et c'est tout, c'est la fin de ma phrase. La plupart des attaques à la bombe ont ainsi pu être résolues pendant cette période-là, sauf une seule, celle sur la maison de Jean Drapeau. Et cette attaque-là, elle, demeure un mystère à ce jour. Il y a personne qui sait qui a posé la bombe à côté du sous-sol de Jean Drapeau. C'est un mystère. Voilà. Si c'est vous qui avez fait une bombe dans le sous-sol de Jean Drapeau, écrivez-nous. Oh! Un Écrivez-nous un gmail.com. à gmail.com. Dubreuil et sa bande ne seront jamais poursuivis en justice pour leur implication dans les activités terroristes parce que Dubreuil et sa femme sont les deux qui témoignent, les deux témoins principaux, et ils décident finalement qu'ils veulent plus témoigner contre leur complice, puis tout le cas s'effondre. Parce qu'il y avait pas d'autres preuves pour les lier à ça, c'était juste le témoignage de ces gens-là qui s'étaient rendus. C'était même pas un vrai Et prêtre. là, c'était même pas un vrai prêtre, maudite affaire. C'était un foulard des... C'était un foulard des Nordiques de Québec. Oui, c'est ça! C'est un foulard des Alouettes, mais comme ils l'ont viré à l'envers. Fait que, en octobre 1969, il y a un autre gros événement qui va secouer la ville de Montréal, la grève de la police. Oh! La Oh, grève ça va pas est bien, ouais, ça va vraiment pas bien. Fait que la grève est motivée par une foule de facteurs. D'abord, la ville a comme décidé d'annexer les cotisations du régime de retraite des travailleurs publics pendant comme 2 ans, fait qu'ils ont décidé comme... Fait que la police était pas contente de ça. Puis en plus, ils venaient de passer une loi, qui est la loi du one-man car, qui était que quand tu patrouilles, là, dans ton auto, t'es 2, là, si tu réponds à un appel, il y en a juste un des 2 qui va voir ce qui se passe, l'autre, il reste dans le char pour pouvoir être disponible pour répondre à un autre appel s'il y a quelque chose d'autre d'urgent qui se passe, ce qui met inutilement la vie des policiers en danger. Bon. Fait que là, la police décide de faire une grève, et les pompiers se joignent à eux. Fait que ça fait 3700 policiers et 2400 pompiers qui ne sont pas dans la rue pendant 24 heures pour protester. Fait que ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'ils vont protester à l'aréna Paul Sauvé, où il va y avoir par la suite plusieurs rassemblements du FLQ. C'est the place to be pour les oui. manifestations. C'est ça. Ben c'est aussi la place où il y avait eu le caucus de René Lévesque, là, quand il y avait une bombe qui a pété dans les toilettes, là. C'est là. Fait que tout se passe là. Mais là, l'affaire, c'est que quand la police est en grève, ben, il y a une grosse manifestation qui s'organise contre une compagnie de taxi, parce que la compagnie est en train de monopoliser les déplacements à partir de l'aéroport de Dorval. Oh! Fait que là, les autres compagnies de taxi ont créé un mouvement, une coalition qui s'appelle le Mouvement Libération de Taxi, et ils contestent justement ce monopole-là et s'en vont manifester là-bas. Et la cause attire bien sûr les sympathisants du FLQ parce que c'est comme une espèce de litige ou problème patronal ou ces affaires-là. Et ben il y a une manifestation qui s'organise. D'abord, il y a un convoi de taxi qui roule vers la mairie, tu sais, du mouvement de libération de taxi. Puis ensuite, il roule vers le garage de la compagnie contre laquelle il manifestait s'appelait Murray Hill. Fait qu'il roule vers le garage de Murray Hill à Griffintown. Et tout se déroule dans la paix et dans l'harmonie jusqu'à ce que le convoi croise une limousine
taxi de Murray Hill qui contient 4 passagers. Fait que là, les taxis bloquent la rue, les gens dans la manifestation ils s'attroupent autour de la limousine, puis ils forcent les 4 passagers à sortir avec leur bagage, puis ensuite, ils vont commencer à rouer de coups la limousine, puis tout scraper le windshield, puis complètement scraper le char. Puis une fois que la limousine est toute décrissée, l'émeute reprend son chemin vers le garage, parce qu'il était pas encore rendu, là. Puis là, quand il arrive là-bas... pour briser la limousine. Quand il arrive là-bas, le garage a l'air désert. Fait que là, pendant 2 heures, l'émeute saccage le garage et lance des cocktails Molotov à l'intérieur. Puis ça arrive pendant la grève de la police. Fait que là, il y a des pompiers volontaires puis des pauvres gars de la SQ qui avaient été dépêchés à Montréal pour, tu sais, faire la job de police normale, qui arrivent là-bas. Là, il y a 8 gars de la SQ qui arrivent. Puis ils sont comme, OK, ils sont X nombre de personnes. C'est des centaines et des centaines de personnes. OK, on va battre en retraite, ça sert à rien. Il y en a une couple qui partent, mais il y en a d'autres qui sont agrippés par la foule. 2 policiers sont agrippés par la foule, ils sont battus. Puis éventuellement, les pompiers arrivent à les tirer de là. Hey, ça brasse. À un moment donné, ça brasse en tabarnouche. À un moment donné, il y a un des manifestants qui arrive à faire partir un des taxis de Murray Hill puis qui rentre à toute vitesse dans d'autres limousines pour comme crasher le plus de chars possible, dans 5 limousines et 3 taxis. Puis là, pendant ce temps-là, ben la SQ puis les pompiers volontaires regardent ça puis sont comme... Ça va pas bien. Peut rien faire, on n'est pas assez nombreux, ils vont nous tuer. Fait que là, éventuellement, l'escouade anti-émeute se pointe. L'émeute est dispersée, mais là, l'émeute, en se dispersant, continue à péter des vitrines puis à saccager des commerces un petit peu partout. Mais là, à minuit, la grève de la police se termine et la police revient. À mini-pile. On a fini. Bon, ben, on a, c'est ça, là, ils reviennent là, pour rétablir l'ordre dans les rues avec l'aide des Van 12, le 22nd Regiment. Mais les taxis se sont tous transformés en citrouilles. Ouais, aussi. Là, c'est bien plus facile de les scraper, tu sais, bang, bang. On a baptisé ce jour-là le jour de l'anarchie. Le bilan, il y a eu 2 millions de dollars de dommages, une centaine de personnes arrêtées et 500 000 dollars de marchandises dérobées. Il y a aussi eu une douzaine de blessés et un policier mort, un gars de la SQ. Oh non. Fait que là, c'est ça qui clôt l'année 1969. C'était pas pire, pareil, là. C'est quand même 69, ça brassait pas mal. Là, on arrive à la fin, inquiétez-vous pas, là. Fait que là, on est en janvier, puis la crise d'octobre est en octobre 70. Fait que on arrive, là. En 70, le FLQ reprend ses activités. Ils ont jamais vraiment arrêté, tu sais. Et la police fait ben le saut en découvrant par accident un complot pour kidnapping. Oh. Le complot est découvert lorsque la police arrête une voiture dont le phare arrière faisait défaut. Fait que complètement par hasard. Puis là, dans la voiture, il y a 2 hommes, Jacques Lanctot, 25 ans, et Pierre Marcil, 24 ans. Les policiers découvrent dans la voiture aussi des armes et un gros panier en osier assez gros pour dissimuler une personne. Wow! C'est un méchant gros panier, C'est un gros panier! Comme un gros panier de pique-nique avec, tu mets quelqu'un dedans pis tu mets une couverte par-dessus. Oh. On s'en va juste au parc La Fontaine faire un pique-nique. On amène On a des bouteilles de vin là-dedans. Oh my god. Fait que là, dans la voiture, ils trouvent aussi un document listant les noms de journalistes et un communiqué de presse annonçant le kidnapping de Moïse Golan, le consul israélien à Montréal. Mais là, Moïse Golan, il n'a pas été kidnappé encore, là. Fait qu'ils sont comme, oh là là, il est en danger. Alors, Lanctot et Marcil sont arrêtés. Ils sont accusés de possession illégale d'armes. Et les deux se sauvent dès qu'ils sont remis en liberté avec promesse de comparaître. Oui, je te le promets. Ouais, c'est promis. Puis là, ils s'en vont, tu sais, underground pour rejoindre leurs camarades du FLQ et planifier une prochaine ronde de terrorisme. Et si vous connaissez le nom de Jacques Lanctot, vous savez déjà qu'il est très important dans la crise. En mai, ça va vite, là. En mai, 3 bombes détonnent dans les bureaux de poste de Montréal. À la fin mai, il y a une bombe qui détonne le matin dans les bureaux du Canadian General Electric, qui est une heure bizarre pour le FLQ, il y a peut-être eu un problème de minuterie dans leur affaire. Et quelques minutes plus tard, il y a une autre explosion derrière l'édifice des résidents de l'hôpital des vétérans Queen Mary à Côte-des-Neiges. Pendant que la police se dépêche sur les lieux, il y a un braquage qui se déroule à la Caisse populaire de l'Université de Montréal et les cambrioleurs s'en tirent avec un butin de 58 000 Raisonnable. Pas pire. C'est pas Georges Lemay Numbers, là. Non, c'est très bas. Mais ensuite, il y a une autre série de bombes qui détonnent dans Westmount, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ciblé Westmount, pareil. Fait que ça commence avec une bombe lancée dans un manoir non occupé. Un manoir non occupé. À Westmount. Manoir. OK. Il est en Parce que moi, j'étais comme ça. Il est occupé par des fantômes. Oh! Puis il y a une autre bombe qui est lancée contre la façade de la maison de Peter Bronfman, qui est un riche homme d'affaires montréalais, un des plus riches, une des familles les plus importantes.
La maison des Bronfman est située au 5 Lansdowne Ridge, si ça vous intéresse. Moi, j'aime ça googler les places. Personne n'est blessé. Puis, OK, ensuite, j'ai une anecdote bizarre à vous raconter, là. Il y a une femme du nom de Stella Samuels, qui est une résidente de Westmount, qui se gare devant sa maison. Là, ses enfants sortent de la voiture, puis ils reviennent à la voiture, puis ils sont comme « Maman, il y a une bombe sur le perron! » Fait que là... On peut-tu la garder? Là, la madame, elle s'en va chez le voisin. Puis elle appelle la police, puis la police lui demande de décrire la bombe. Puis la femme dit « Ben, je peux pas, c'est mon fils qui l'a vu. » Puis la police est comme « Ben, tu peux-tu aller vérifier que c'est une bombe pour vrai, puis nous décrire à quoi ça ressemble? » En indiquant que, tu sais, ils sont bien occupés dans le moment, ils ont d'autres bombes à désamorcer, tu sais. Mais là, la madame, elle refuse, puis elle raccroche, c'est tout. Puis là, en sortant dans la rue, elle réalise que la police est déjà là en train d'évacuer la rue. Ah! Elle aura pas eu la chance d'aller voir la bombe, finalement. Mais tu sais, là, si la police te demande d'aller checker une bombe, tu vas checker la bombe, me semble. Va te prendre en selfie avec. Si on me demande de m'approcher d'une bombe, j'ai pas envie de m'approcher d'une bombe. On sait pas, là, si c'est des affaires de minuteurs, ça peut exploser n'importe quand. Je sais pas, moi, je suis du côté à Bob côté, c'est pour ça, là. Moi, j'irais chercher mes petites jumelles de loin. Ces petites jumelles d'opéra, c'est clair qu'elle avait ça, la petite madame de Westmount. C'est ça, dans sa sacoche. Oui, pour aller à l'opéra, là. Ça prend tes longues vues. Fait que, finalement, Bob Côté va désamorcer cette bombe-là, et selon lui, c'est la plus grosse bombe qu'il avait démantelée jusqu'alors. Elle était composée de 31 bâtons de dynamite. C'était la Mother Oh Bomb! my God! Et il niaisait plus avec le POC. Fait qu'à ce stade-là, le gouvernement, qui était dorénavant mené par notre cher... notre beau Robert Bourassa. J'avais mis notre beau Robert Bourassa dans mon speech. Je sais pas pourquoi je dis qu'il était beau, mais en tout cas, le gouvernement Bourassa, il lance une nouvelle récompense pour des informations, cette fois-ci pour 50 000 $. Son ministre de la Justice, Jérôme Choquette, introduit aussi une nouvelle loi sur l'acquisition des explosifs. Sous cette nouvelle loi, quiconque veut acheter de la dynamite doit avoir un permis de la SQ. Il me semble que c'était le temps, là! Il aurait pas pu faire ça il y a 7 ans! C'était une bonne idée, là. C'est le temps qu'elle arrive. Puis là, en juin, la International Bank of Commerce à Ville-Saint-Laurent est victime de 2 attaques à la bombe, toutes 2 désamorcées par notre Bob national. Pour une des 2 bombes, Bob est chanceux, elle a été construite avec un chronomètre de cuisine, un petit minuteur, là, tac, 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 tac. Puis l'aiguille était coincée dans le repli du sac dans lequel elle était, puis c'est pour ça qu'elle a pas explosé. La récompense de 50 000 $ promise par Jérôme Choquette, le ministre de la Justice, a fini par porter fruit et la police commence à faire de la filature sur quelques individus louches et leurs associés, ce qui les mène à une résidence dans la municipalité de Prévost dans les Laurentides. Là-bas, ils arrêtent André Roy, sa femme Nicole, Claude Morancy et le frère de Jacques Lanctot, François Lanctot. En fouillant la résidence à Prévost, il trouve aussi 28 620, qui est à peu près la moitié du butin dérobé à la caisse populaire de l'UDM. Coincidence? Oh! I think not! Il trouve aussi des armes, des batteries, des détonateurs et ben d'autres objets bizarres comme des seringues, des liquides anesthésiques et des menottes. Je n'aime pas ça. Ce qui laisse présager qu'il planifiait un autre kidnapping. Et ce qui laisse présager ça, ben, c'est qu'il trouve aussi 250 copies d'un communiqué de presse annonçant le kidnapping d'un diplomate américain du nom de Harrison W. Burgess. Le document entre en détail pour expliquer que l'objectif du kidnapping est d'obtenir la libération d'un groupe de prisonniers politiques du FLQ, dont François Schirm et Edmond Guénette, qui avaient braqué la International Firearms, et Pierre-Paul Geoffroy, dont on vient de parler. Les kidnappeurs, les wannabe kidnappeurs, parce qu'il n'a pas été kidnappé, ce gars-là, demandent aussi le droit de voyager vers Cuba pour demander l'asile politique, en compagnie de journalistes et d'avocats pour assurer leur sécurité. Est-ce que c'est là un présage des choses à venir? Peut-être. Absolument. Mais l'arrestation de la cellule Prévost ne met pas fin aux attaques, vous vous en doutez. En juin 1970, il y a une banque nationale à Sorel-Tracy qui est attaquée. Puis le 24 juin, il y a un attentat à la bombe au département de la Défense nationale à Ottawa. Parce que 24 juin, Saint-Jean, puis on va le Canada, t'es pas non, niaise plus. Cette dernière attaque fait une autre victime. La victime est Jeanne d'Arc Saint-Germain, qui a un nom très improbable, et qui était une femme de 50 ans, qui avait 3 enfants et 2 petits-enfants, et travaillait au centre des communications du département de la Défense. Elle devait terminer son quart de travail à 7h15, mais à 6h28, il y a une bombe qui a détonné et l'a tuée sur le coup. Je vous rassure, c'est la dernière victime du FLQ avant les événements d'octobre 1970. Fait que là, jusqu'à date, on avait Wilfred O'Neill, Leslie McWilliams, Thérèse Morin, Jean Corbeau et Jeanne d'Arc Saint-Germain, en plus de Walter Lidja, qui a été handicapé puis qui a eu des séquelles à vie, bon.
Moi, j'exclus de la liste Alfred Pinnick, qui était le pauvre gars qui s'est fait tirer par la police pendant la descente au International Firearms. Même si celle-ci est inclue dans toutes les listes de victimes de la FLQ, moi, je trouve que c'est pas Non, c'est la police. justifié. On en a déjà parlé. Et puis là, on arrive à la fin. En juillet, il y a une attaque à la Banque Royale sur Saint-Jacques, puis au bureau-chef de Wawanisa, à Ville-Mont-Royal. Oh! Ça fait aussi longtemps que ça existe! On dirait! Wawanisa, la compagnie d'assurance! Eh oui. Et puis, finalement, il y a une attaque au bureau-chef de la Banque de Montréal, encore une fois sur Saint-Jacques, mais toutes les bombes sont désamorcées par Robert Côté et son escouade, ce qui semble fâcher les felkistes. Ceux-ci envoient une lettre au quartier général de la police le 21 juillet, une lettre adressée à, et je cite, Robert Côté de la Gestapo antiterroriste. Et la lettre annonce qu'une messe sera bientôt célébrée à la mémoire du sergent Côté, RIP. C'est signé le FAQ, le Front anarchiste du Québec. Ok, maudite gang de edgelords de Reddit. Ouais, c'est ça, là, c'est déjà du shitposting de... Hey, la maudite Gestapo, là, toi pis qui... En plus, ils rentraient même pas chez eux, ils faisaient juste désamorcer des bombes. C'est tout! Fait que là, après ça, l'automne 70 arrive à grands pas. Alors, que va-t-il se passer? Robert Côté va-t-il mourir? Pierre Laporte va-t-il se faire enlever? Tipette Trudeau sera-t-il de retour? C'est ce que nous allons découvrir dans la 3e partie de la série sur la crise d'octobre. Et voilà! Oh Oh my my god! god! Que de rebondissements et C'est ça, là. c'était Êtes-vous contente intense. que j'en fais 4 parties, non pas 3? C'était déjà assez long de même, ça? Ouf! On est on the edge de 5 parties. Ben, c'est ça, là, c'est... Je réitère mon point, je pense que ça ferait une excellente série télé. Absolument! Comme, ça manque pas d'action, puis c'est super intéressant politiquement parlant aussi, là. De Absolument. se remettre dans les événements de cette époque-là, puis tu sais, j'imagine aussi l'atmosphère, surtout dans la ville de Montréal, mais au Québec au complet, là, ça devait être terrible. Tout le monde devait être Ouais. on edge, là. Je veux dire, ça arrêtait C'est plus. Ça n'arrêtait plus, puis en plus, c'est ça, moi je trouvais que la première partie sur le FLQ était un petit peu moins intéressante dans le sens où on les revoit plus vraiment, là, ces FLQistes-là, mais là, on vient de rencontrer dans cet épisode des gens qui vont être très importants dans la suite des choses. Les gros joueurs. Les protagonistes joueurs. principaux. Le ils s'en trio viennent. principal. On n'a pas encore rencontré le trio Il principal. s'en vient, il Parce s'en qu'on vient, n'a pas inquiétez-vous encore pas. rencontré Mais non, c'est vrai. les frères Rose. C'est ça. le deuxième trio. C'est le deuxième trio. Mais on a rencontré Pierre Vallière, qui lui va être super important pendant la crise d'octobre. Pierre-Paul Geoffroy, dont le nom revient sur la liste des gens que le FLQ veut libérer, tu sais, en faisant ce qui va se passer pendant la crise d'octobre. Fait que, voilà. Ouf! Ben, merci. Des heures de ma vie à lire ce livre. Ben, merci d'avoir fait ça pour nous, Catherine. C'était vraiment super intéressant. On espère que vous aussi, à la maison, vous étiez on the edge of your seat, comme qu'on dit, parce que moi, j'étais sur le derrière. Merci, Catherine, pour ces recherches de moines que t'as faites. C'est vraiment une tête et on l'apprécie vraiment beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Après ça, je vais parler de des choses un petit peu plus relaxantes que des bombes, par exemple. Mais c'est une pièce d'anthologie, puis Ouais. je pense que j'en parlais récemment avec une de mes amies, mais comme on connaît un peu ce qui s'est passé, mais pas en détail comme ça, fait que je pense que c'est important aussi de se replonger dedans, puis de le décortiquer comme tu l'as fait, là. Ben écoute, parce qu'en plus là, je vous ai nommé beaucoup plus de bombes que ce que j'avais besoin de faire là, mais il y en a encore beaucoup d'autres attaques qu'il y a eu là, puis que je pouvais pas nommer parce que c'était rendu trop long puis compliqué là. Okay. C'était des années terribles pour le monde à Montréal, surtout si t'habitais dans Westmount. Mets ton T'avais pas de casque. plaisir dans la vie. Ou c'était un patronat, ou un anglophone, ou tu travailles dans une institution fédérale. Ouais, exactement. Au pire, on Exactement. va lancer le coffret with the Director Scott avec nos commentaires. Avec le Seigneur des Anneaux, la version qui va durer Oui, c'est 3 ça. jours. La version longue. Durer 3h30 au lieu d'1h30. Ouf! Alors, En tout cas. merci tous et toutes d'avoir été avec nous pour cette partie 2 du FLQ de FLQ Wing. Revenez-nous dans 2 semaines pour FLQ partie 3 Fast and Furious. FLQ Tokyo Drift. Tokyo Drift! Alors, je vous rappelle, si ça vous intéresse de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, @un peu de crime, sur Instagram, @un peu de crime dans ton café. Et si vous aimeriez interagir avec nous, nous vous invitons à nous écrire au unpeudecrime@gmail.com. Ça nous fait toujours plaisir de prendre de vos nouvelles. Vous pouvez juste nous saluer, vous pouvez nous recommander des cafés, vous pouvez nous recommander des cas. Aussi, on est toujours à la recherche de nouvelles histoires à vous re-raconter avec une couple de petites jokes on the side. Et on vous invite à rester avec nous pour les 2 minutes de Babine, notre segment consacré à la véritable comédie humaine qui est District 31.
Ah, Balzac serait fier. C'est ça, Luc Dionne, le Balzac moderne. Le Balzac moderne, que c'est cher Luc Diane. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine où on va mettre, encore une fois, un peu de crème dans votre café. Et c'est les 2 minutes de babine qui commencent maintenant. Toum, 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 toum. J'avais vraiment bonne la petite toune. N'est-ce pas? Ok, là, mes chums, là, Ouais. il va falloir Ouais. que vous asseyez parce que aujourd'hui, là, faut que je vous raconte un vol crapuleux qui a eu lieu ici même, dans les bureaux du 31. C'est correct, j'ai ma mirifique tasse du SPGM, là, pis Moi, j'ai ma rutilante tasse du SPGM. nice. Puis je viens d'aller désamorcer 15 bombes pour le FLQ cette nuit, là. Je suis top-notch, prête à t'écouter. Alright. Fait que là, le vol qui a eu lieu ici, dans les bureaux du 31. Non. Non. Ouais, ça a eu lieu ici. C'était le vol du ketchup aux fruits de Patrick Bissonnette. Pas le ketchup aux fruits de Patrick Bissonnette! A.K.A. Babine. Ah, c'est vrai, faut le rappeler. Fait que là, ça commence. Jean Brière, il vient nous rendre visite. C'est notre boy, Jean Brière. Mais c'est correct. C'est pas notre boy, c'est un journaliste, pis on l'haït. Non, mais là, il venait nous aider. Parce que, tu sais, on cherche Ah! encore le maudit débile qui a tiré sur notre lieutenant, là, Gabriel. Oh non, pas le maudit Ah. débile. Puis il a kidnappé sa fille, tu sais. Ah, Faut qu'on la non. retrouve, là. Hein? Hein? Fait qu'on a décidé de faire appel à Jean Brière, tu sais, pour lancer un appel à la population pour avoir des informations. Puis là, il a accepté de nous aider, Jean Brière. Tu sais, ça y arrive d'être utile, Jean Brière. Une fois de Il temps est bien en mieux, temps. maudit insignifiant. Fait que là, après avoir parlé avec Babine puis Jean-Loup, a.k.a. Patrick Bissonnette et Bruno Gagnon. Bruno Gagné. Et Jean-Loup. Patrick Bissonnette et Jean-Loup. Alors, C'est Jean-Loup le hot dog du Val. il ouvre sa mallette, il leur dit « Hey les boys, pendant que j'y pense, en fin de semaine, j'ai fait du ketchup aux fruits puis je vous en ai amené. » Puis là, il sort 2 pots maçons de ketchup aux fruits puis il leur donne. Ben voyons donc. Là, les gars sont un petit peu weirded out, mais là, Bruno Gagné, il dit « Ah, ben tu sais, c'était une grosse donation, une bouteille de vin, on pourrait pas l'accepter parce que ça serait considéré comme des pots de vin, mais ketchup aux fruits fait maison, je pense qu'on peut l'accepter. » Fait que là, les gars, Un pot de ketchup aux fruits. hey, c'est juste du ketchup aux fruits, c'est correct, ça. Là, Jean Brière, il s'en va. Mais les 2 gars, ils sont comme « Ah, pourquoi qu'il nous a donné ça? C'est bien weird. » Et là, cut. Mais là, finalement, il goûte le ketchup de Jean Brière sur Ouais. des craquelins Ritz. Ben voyons donc! Sur des Qu'est-ce qui mange du ketchup aux fruits sur des craquelins Ritz? Voyons Je sais pas, donc! parce que- Ça est pas vivre! Vous connaissez pas ça à tourtière? Selon moi, la seule manière de manger du ketchup aux fruits, c'est de bien fermer le pot puis de le lancer dans le fleuve parce que j'haïs ça, le ketchup aux fruits. Je suis absolument pas d'accord avec toi. Agree to disagree, Ah, partner. écoute, tu me feras une dégustation sur des biscuits Ritz à un moment donné puis je vais peut-être changer d'idée. Peut-être sur des biscuits bretons. Ah, peut-être. Oh! Fait que là, les boys, ils se font une petite dégustation, tu sais, de ketchup aux fruits. Puis là, le Ouais. commandant Chiasson, il arrive. Puis là, il demande « Qu'est-ce que vous faites là? » Ils disent « On mange le ketchup aux fruits à Jean Brière. » Puis là, le lieutenant, commandant Chiasson, il prend un biscuit, il le mange, puis il fait comme « Oh, pas pire, le ketchup aux fruits. » Puis là, cut. Puis là, plus tard, commandant Chiasson, il revient. Puis là, Patrick, puis là, ils ont une petite discussion, puis là, il vient pour s'en aller, puis là, Patrick, il fait « Hey, faut que je te parle! » Puis là, le commandant Chiasson, il dit « Viens dans mon bureau! » Puis là, ben là, moi, je pensais que ça avait rapport, tu sais, avec la conversation que les enquêtes Ouais. internes ont enregistrées chez Patrick. Ou est-ce que le Ouais. Chiasson, il avoue que c'est lui qui a tué Fanef? Là, moi, je pensais qu'elle allait s'engueuler par rapport à ça, parce que ça fait comme 23 épisodes qu'ils s'engueulent par rapport à ça. Mais là, Patrick, il rentre dans le bureau à Chiasson, ferme la porte en arrière de lui, puis il dit « Hey! Redonne-moi mon ketchup aux fruits, je sais que c'est toi qui l'as! » Oh my god! Mais là, attends, t'as-tu dit que Chiasson avait tué Christian Faneuf? Ah, je t'ai-tu pété un peu? Ben voyons donc, je savais pas ça! Mais ça a l'air d'être un big plotline. Je suis choquée, mais en même temps tellement alléchée par le ketchup aux fruits. Continue. Mais là, Chiasson, il dit à Patrick Bissonnette, voyons donc, qu'est-ce que tu parles? J'ai pas touché à ça ton ketchup aux fruits, j'aime même pas ça le ketchup aux fruits. Moi, j'étais comme, je te Comme comprends, toi. Gilles Roy.
Bon. Moi, je suis team Puis Babine, là, pour Patrick, toujours. mais là, Patrick, il fait une face de comme je sais. Puis là, il s'en va, Ouais. fâché. Ouais, bien sûr. Puis là, plus tard, Chiasson, il sort avec sa mallette. Puis il dit, bon, ben, bonne soirée, les boys. Moi, il est 5 heures. Il est l'heure d'aller chez nous, de me faire un bubble bath puis de boire un verre de vin rouge, tu sais. Une petite sangria. Hein? Puis là, il s'en va. Mais là, les boys, maintenant, ils sont avec le magnifique Poupou. Poupou, il est revenu de je sais pas où. Là, il est avec eux. Puis là, le commandant Chiasson, il vient pour s'en aller. Mais là, la porte de l'accueil, elle ouvre pas. Fait que là, le commandant Chiasson, il est comme, voyons donc, la porte est-tu brisée? Et là, Stéphane, héroïque Stéphane, il arrive en arrière de Chiasson. Et il s'exclame, commandant Chiasson, vous êtes en état d'arrestation parce qu'on vous soupçonne d'avoir volé. Et là, il empoigne la mallette du commandant Chiasson. Il l'ouvre et il crie, non, le ketchup aux fruits de Patrick Bissonnette! Et Stéphane tient un pot maçon à moitié vide de ketchup aux fruits. À moitié vide! Il avait mangé à moitié! Il a mangé à moitié! Patrick, avait-tu écrit son nom dessus? Ben là, c'est ça, le commandant Chiasson, il proteste, pis il dit non, c'est mon ketchup aux fruits, Jean Briard, il m'en a donné à moi aussi. Les boys, ils sont comme non, il t'en a pas donné, toi pis Jean Briard, vous pouvez pas vous sentir, c'est pas vrai qu'il t'en a donné. Fait que commandant Chiasson, il finit par admettre son crime. Il redonne le ketchup aux fruits à Patrick, pis il fait comme Pis là, il s'en va ronchonnant, j'aime même pas ça le ketchup aux fruits, maudite gang de fatigants. Pis là, nos boys, ils sont contents, pis ils se font des high-fives. Alors, Babine n'aura pas mangé sa tourtière sèche ce soir-là, grâce à l'aide de l'héroïque Stéphane Pouliot. Oh, le chance! Ah. Ça peut être Noël toute l'année quand t'as du ketchup aux fruits. Ou quand t'as Stéphane Pouliot comme ami. Puis là, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun comme plotline, parce que, tu sais, entre-temps, il y avait pas lieutenant Gabriel entre la vie et la mort à l'hôpital parce qu'elle venait de se faire tirer dessus, puis sa fille qui s'était faite kidnapper par un homme qui était clairement very unhinged. Non. Comme c'était vraiment C'est la priorité, c'était le ketchup. C'était vraiment le moment de mettre un comedy relief. J'applaudis le writing. 100%. J'applaudis le writing. Fait que là... Good job. Fait que c'était ça. C'est ça, partner. C'était le vol crapuleux qui a eu lieu sur les lieux du 31. Le vol du ketchup aux fruits. Mais c'est correct! Ça a bien fini. Maudite chance que... Poupou Tant mieux était pour là. les Crackers Ritz. Ben ouais. On est jamais à l'abri de ces On affaires. n'est jamais à l'abri d'un vol de ketchup Parce que aux fruits. Poupou, il était vigilant. Hey, maudite chance. Que c'est pas pour rien qu'il est détective. Hey! Alors voilà. Merci d'avoir écouté cette belle histoire. Et je vous jure que je n'ai pas inventé ce plotline. C'est vraiment au début de la saison 5. Non, c'est un vrai plotline. Catherine et moi, on n'invente jamais de plotline de District 31. C'est toutes des vrais plotlines qui ont eu lieu. Parce que District 31, c'est la comédie humaine québécoise. Fait que, je te dis à la semaine prochaine, partner. 14 partner. 14.